Venant de diverses portes, ils arrivaient sans le moindre bruit. Elles apparaissaient au coin des rues, sur les plages fréquentées, et même dans les profondeurs obscures où personne n'allait. Bien qu'elles ressemblent à des portes ordinaires, elles ne pouvaient être ni ouvertes, ni brisées, ni déplacées. Ce n'est qu'il y a quelques années qu'elles se sont vraiment fait connaître. D'abord, elles s'ouvraient avec une lumière vive et éclatante, qui était ensuite remplacée par les ténèbres et des monstres envahissants, qui s'attaquaient aux humains à proximité. Ce jour-là, le ciel est devenu cramoisi, et au milieu des cris et des hurlements, des êtres divins sont descendus des cieux et les ont regardés avec leurs yeux froids et indifférents. Les gens ailés étaient comme des anges. Pendant ce temps, une petite fille était tombée dans la rue. Autour d'elle, c'était le chaos absolu, mais son frère lui assurait que tout allait bien. Malgré les pics qui empalaient sa poitrine, il lui adressa un sourire rassurant et promit de la protéger. Soudain, un monstre s'approcha et leva son arme, prêt à tuer les enfants vulnérables. Alors qu'Emma s'affaiblissait, il utilisa son corps pour protéger Yumi. La petite fille faible ne pouvait que supplier son frère de rester à ses côtés. Elle implore le Dieu qui était là et promet même d'être une bonne fille pour toujours. Sur ce, une pluie de lumière scintillante les a inondés comme pour répondre à sa prière et les choses ont soudainement semblé différentes. Serrant son frère fort, elle continua d'appeler les divinités. La lumière émanant maintenant de leur corps a clignoté vivement sur le corps du monstre. Encore une fois, elle a refusé de laisser qui que ce soit lui enlever son grand frère. La lumière illumina toute la zone, et bien qu'elle leur ait apporté une étrange chaleur, les monstres autour d'eux brûlèrent dans l'agonie. À peine réveillé et toujours incapable de comprendre ce qui se passait, le frère regardait. Il n'y avait aucune raison à cette attaque, mais la destruction causée était massive et irréversible pour beaucoup de gens. Des villes ont été rasées et tout ce qu'ils ont reçu, c'est une phrase. L'un des êtres divins qui apparut dit qu'il y avait 7 messagers et qu'il n'était que le premier. Voyant un plafond d'hôpital, les yeux d'Emma s'écarquillèrent et il sauta presque de son lit en se réveillant. Il n'était pas blessé et ses blessures avaient été guéries. Le médecin dit qu'il a échappé de peu à la mort grâce à un éveillé. Au même moment, les portes s'ouvrirent, des pouvoirs apparurent chez un quart de la population. Ainsi, ils ont commencé à désigner ceux qui avaient des capacités surnaturelles comme les éveillés. Il y a eu de nombreuses victimes, mais l'humanité a évité le pire. Pendant ce temps, la personne qui l'a sauvé courait déjà là-bas. Yumi fit glisser la porte avec urgence et se jeta dans ses bras. À sa grande surprise, elle s'est éveillée avec l'attribut de lumière, détentrice des rares pouvoirs de guérison et de purification. La petite fille sanglote, juste heureuse qu'il soit encore en vie. Et voilà, 10 ans passèrent. Des employés de bureau se rendaient au travail et regardaient une vidéo sur leur téléphone. Yumi, maintenant beaucoup plus âgée, les appelait d'une voix vive et éblouissante. À 16 ans, elle était une streameuse et une chasseuse assez populaire. Le monde a complètement changé depuis l'incident. Après la catastrophe, des donjons sont apparus partout dans le monde et ont été appelés des portes. Les gens sont devenus des chasseurs qui ont conquis le nombre toujours croissant de portes en préparation de l'arrivée du deuxième messager. Ils vivaient une époque d'absurdité et de désespoir, mais l'humanité ne s'est pas contentée de se recroqueviller de peur. Mis à part Yumi, il y avait plusieurs autres streamers. De telles activités sont rapidement devenues populaires en ligne, car plusieurs des éveillés ont plongé dans des donjons avec rien d'autre que leur caméra. La jeune fille annonce que la porte qu'elle va conquérir est un nouveau défi et a été suggérée par sa chasseuse senior nommée Ryaka. La femme lui avait dit qu'il était temps de s'attaquer aux portes de Rambé, mais son public l'a traitée de broyeuse de débutant. Voyant ses commentaires affluer, elle les met en garde contre l'attaque des gens dans le chat et bloque rapidement ceux qui le font. La jeune femme brillante et belle, qui détenait également un attribut rare, s'est déplacée avec enthousiasme. Cela fait 1 an qu'elle a commencé le streaming, ne voulant que devenir indépendante. Étonnamment, elle est devenue une étoile montante parmi les meilleurs streamers. Pendant ce temps, Emma est restée en coulisses, soutenant sa sœur en tant que caméraman et modérateur, pensant à Ryeka. Il est heureux que Yumi ait une aînée et tout, mais il ne peut s'empêcher d'être dérangé par la quantité de commentaires haineux qui affluent. Pendant ce temps, le flux de la jeune fille était diffusé sur un autre moniteur à la maison. Une femme regardait avec déception et grimaçait en voyant des vagues de commentaires la dénigrer. Dans le donjon de Rambé, les pouvoirs de lumière de Yumi ont explosé à travers les ennemis, les purifiant de leur existence. Comme c'est sa première fois à s'attaquer à un donjon de Rambé, cela s'avère un peu difficile. Des mots d'encouragement ont afflué du chat. Voulant tous les éliminer d'un seul coup, elle rassemble les monstres et lance un sort de haut niveau pour invoquer une faucille divine de lumière. Bien que ce soit un bel affichage, il ne pouvait qu'imaginer la quantité de mana nécessaire pour une telle magie. Emma la regarde se battre, inquiet, et regrette de ne pas s'être réveillé avec elle. Sa voix chaleureuse lui dit de ne pas s'inquiéter. Éblouissante et gracieuse malgré une bataille difficile, elle déclare qu'elle n'a pas l'intention de perdre. Le chat est d'accord, lui disant de faire de son mieux. Elle rassemble le pouvoir dans sa faucille de plumes, et alors qu'elle la balance dans l'air, les tranchantes entailles de lumière coupent les ennemis. Ils ont tous applaudi lorsque les monstres ont été vaincus, et la chasseuse a pris une pause victorieuse. Emma était inquiet pendant une seconde, mais il semble que les conseils de Ryaka étaient justes. Cela dit, d'innombrables commentaires haineux continuaient de la traîner dans la boue.
Il se demande pourquoi et comment les gens peuvent écrire des choses aussi méchantes. Yumi fait une pause, épuisé de son mana, et le public voit une silhouette en arrière-plan. Il demande s'il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Pendant ce temps, Ryaka regardait depuis chez elle. Avec un visage sinistre, elle s'excuse car elle allait complètement écraser la petite fille. Alors que les autres avertissent, les choses prennent une tournure pour le pire. 3 hommes apparaissent derrière Enma, dont l'un lève déjà le poing pour frapper le frère. Il ne réagit pas à temps, et un coup rapide amène le jeune homme au sol. Avec cela, les intrus étaient libres d'approcher la jeune fille, laissant déjà leurs pensées odieuses s'infiltrer. Leur visage seul annonce des ennuis. Et tandis que le masqué regardait oisivement, le chef du groupe lança un sort, remplissant son bras de pouvoir. Il dit que son travail est de la blesser pour son plaisir et celui de son employeur. Yumi n'a aucune idée de qui ils sont et de ce qu'ils veulent, mais il est évident qu'ils ne veulent pas parler. Ses yeux, malgré le fait qu'elle n'ait plus de mana, étaient toujours pleins de défis, mais cela n'excite que l'homme. La regardant utiliser une magie de lumière basique avec le peu d'énergie qu'elle a, il accepte de jouer un peu. Malheureusement, cela ne prend pas trop de temps, et elle tombe avec son frère par manque de mana. La caméra était toujours pointée sur eux, et le public a regardé les choses se dérouler. Traînée, ses larmes tombèrent, et elle appela désespérément son frère. Pendant un moment, tout ce qu'il pouvait entendre, c'était ses gémissements douloureux, mais la pauvre fille a finalement cessé de bouger. Après l'avoir souillée, le chef dit à ses hommes de main de nettoyer les choses et part sans se soucier du monde. Habitués à cela, ils savent que la prochaine étape consiste à mener les victimes comme nourriture pour monstres. Sur un signal, un grand monstre vert est apparu. Il commence par Yumi et porte son corps mou comme de la nourriture aléatoire. Soudain, des flammes s'allumèrent et jaillirent. Il voit le brasier venir du corps d'Enma, illuminant la grotte sombre dans une chaleur torride. Les hommes n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais commencent à paniquer alors que les flammes brûlent à travers le monstre vert. Se souvenant des détails de la mission, ils se sont plaints que le frère était censé être un caméraman impuissant. Il devrait l'être, mais les flammes qu'il émettait étaient sur le point de tout consumer là-bas. Sans avoir besoin de trop regarder, c'était clairement le pouvoir de quelqu'un qui s'est réveillé. Enma s'est forcé à bouger, maudissant son corps car il refusait d'écouter son esprit. Se rappelant sa promesse de protéger Yumi, Enbe a commencé à voler. Une voix lui dit de se mettre en colère s'il veut vraiment du pouvoir. Laissez la fureur brûler et permettez-lui de brûler son âme de l'intérieur. Il voit son téléphone pointé sur sa sœur avec sa caméra toujours allumée. Alors que sa vision s'éclaircissait et se concentrait, il vit l'horrible et déchirante vision de son corps ravagé le regardant, désespéré d'être aidé. Sans brasement, le jeune homme est consumé par la haine et la rage. Ses flammes devinrent fortes, flamboyantes et brûlant tout dans les environs, tandis que les hommes odieux commençaient à paniquer. Toujours debout au-dessus du corps de Yumi, ils remarquèrent qu'il tenait à peine et se sont dépêchés de le tuer immédiatement. L'un utilise une technique de terre intermédiaire et envoie un jet de roche dans sa direction. Cependant, les pierres n'atteignent même pas la cible car elles sont immédiatement fondues par les flammes au contact. Il faisait chaud. Les membres et la tête d'Enma étaient brûlants, mais il se fraya lentement un chemin vers sa sœur. Son cœur brûlait, peut-être pas seulement avec des flammes, mais avec la colère et la haine de l'intérieur. Les hommes envisagent de rappeler Osaku, sauf qu'il l'a tué aussi s'il faisait cela. Alors que l'un suggère qu'il pourrait abattre le garçon, son corps entier a été consumé par le feu. Se transformant en cendre, il tendit la main à son compagnon, qui s'enfuit sans hésitation, utilisant même sa magie du vent pour accélérer sa fuite. Le feu diminue un peu, et Enma rampe vers sa sœur en larmes, l'appelant désespérément. Ses yeux, bien que sans vie, étaient toujours ouverts et figés dans son moment de désespoir. Ils n'ont pas de famille, et même s'ils attrapent ces gens, cela ne ramènera pas la fille. Elle prenait toujours soin de son sourire, peu importe la douleur qu'il devait endurer. Maintenant, leurs 2 sourires ont disparu, volés par les personnes qui ont décidé au hasard de ruiner leur vie. Fermant ses yeux en premier, il dit qu'elle ne doit pas vouloir montrer cet état aux gens. Il s'embrase à nouveau, permettant au feu de les dévorer tous les deux dans un torrent de flammes déchaînées. Alors qu'il restait indemne, son corps fut lentement incinéré. Avec cela, il a dit ses adieux à sa sœur, ne laissant que des cendres sur le sol où elle s'est couchée en dernier. Soudain, il se retrouve dans un endroit où la terre elle-même brûle. Au milieu de la chaleur, une voix profonde et glaçante parla, notant qu'il était effectivement venu. Le corps de l'être était enfoncé avec des ailes qui ne ressemblaient pas à celles d'un messager, sauf qu'il avait l'air corrompu. Le jeune homme dit qu'il a dû finir en enfer après avoir tué le chasseur d'avant. En entendant cela, il se moque du concept du ciel et de l'enfer, disant que les humains se transforment simplement en cendres à la mort. Il est Vox, un membre de la race des démons, et le garçon n'est pas encore mort, mais était dans un monde qu'il a créé lui-même. Enma a eu du mal à comprendre et à accepter les choses qu'on lui disait, doutant tout d'abord qu'il était encore en vie. Tout ce qu'il doit savoir, c'est que l'homme en face de lui était un ennemi des messagers du ciel. Puisqu'il déteste être détourné et perdre du temps, il lui dit directement qu'il doit former un contrat entre eux. Le démon rugit de rire, disant qu'il avait plutôt goûté aux flammes de son cataclysme. C'est un pouvoir bien trop grand pour un faible humain, mais il le lui donnera malgré sa race inférieure. Avant même qu'il ne puisse demander quelque chose en échange,
Emma rejeta catégoriquement l'offre et lui dit d'arrêter de faire tourner sa bouche avec des suppositions. Même s'il avait du pouvoir, il n'y a absolument rien qu'il veuille en faire. Vox crache ses mots, disant que ce ne sont que des mensonges vides. S'il n'a vraiment aucun désir, alors pourquoi le feu à l'intérieur de lui fait-il encore rage? Alors que le démon dit cela, il déverrouille cette flamme même, qui éclate alors pour consumer le corps du jeune homme. Il a crié à cause du feu de la rage et on lui a dit de l'embrasser et de la transformer en force. Après tout, sa fureur était ce qui a réveillé le démon en premier lieu. S'il s'associait, toute sa colère pourrait se transformer en puissance pure. Les termes sont discutables, et l'humain ne peut même pas comprendre pourquoi il ferait cela. Tout ce que l'être démoniaque voulait maintenant, c'était dévorer le désespoir du monde. Il peut causer du désespoir à ceux qu'il déteste, et Vox le dévorera entièrement pour se nourrir. Sachant qu'il a quelqu'un en tête, on dit au garçon d'être honnête avec lui-même. Avec cela, les flammes se sont déchaînées à nouveau. Même s'il se venge, rien ne va changer, et sa sœur sera toujours morte. Il continue d'essayer de chercher un sens, apparemment désireux de trouver une raison d'accepter. L'image du sourire de Yumi a clignoté dans sa tête, et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin d'une plus grande raison pour le faire. Acceptant sa haine, le contrat est scellé. Maintenant étrangement calme, Emma dit qu'il a aussi fini de tourner autour du pot et demande au démon de lui parler de ses pouvoirs. Vox est ravi du nouveau regard sur son visage. Dans ce monde, il lui est impossible de mourir, et il ne ressentira ni la faim ni l'épuisement. Avec une vague sans fin d'ennemis, il est libre d'apprendre et de prendre autant de pouvoir que possible. L'entraînement du jeune humain commence, et il charge pour déchaîner sa colère sur les mannequins d'entraînement. Avec un feu flamboyant jaillissant de chaque centimètre de son corps, il a brûlé et brûlé tout l'environnement. Il voit un ennemi particulièrement grand et robuste et trouve qu'il ressemble à un homme qui a souillé et blessé sa sœur. Les flammes sont devenues encore plus fortes, et il a enfoncé son poing fumant profondément dans la poitrine de l'ennemi. Pendant ce temps, Vox souriait de satisfaction en regardant son nouveau partenaire travailler. Un long mur passe et une montagne de cadavres s'entasse. Le démon lui a dit de faire ce qu'il voulait, mais il ne s'attendait pas à ce que sa rage brûle pendant une année entière. Maintenant, il a une question pour le pyromane fatigué. La colère humaine ne dure que 6 secondes car c'est une émotion impulsive après tout. On demande à Emma comment il se sent maintenant que 30 millions de secondes se sont écoulées. Il comprend maintenant que si c'est vraiment le cas, alors le sentiment brûlé dans son crâne ne doit plus être seulement de la colère. Vox le laisse passer, ravi de la conclusion à laquelle il est parvenu, et finalise leur relation en tant que partenaire. Il est englouti par un courant de flammes rouges foncées, finalement ramené dans le monde réel. Pendant ce temps, des voix se font entendre à l'intérieur d'une porte sombre. Des voyous s'en prennent à un couple de chasseurs, leur disant de mieux se battre à moins qu'ils ne veuillent mourir. Excité, l'un des hommes renforce son poing et le retire avec un grand sourire sur son visage. Un coup de poing prend une autre vie, et la victime tombe au sol pendant que son ami pleure. Il donne des coups de pied au cadavre en disant qu'il est bien trop faible pour prendre la vie si au sérieux. Ajoutant, il dit qu'ils n'ont rien appris de l'incident du meurtre de Yumi de l'année dernière. Se tournant vers le débutant à côté de lui, il laisse échapper un rire entendu. Pendant que son partenaire s'approchait de la fille, le jeune homme se souvenait de l'incident qui s'était produit. Il a été renvoyé à cause de l'échec, mais le balait comme une erreur trop ancienne pour s'en soucier. Juste à ce moment-là, une voix enjouée mais glaçante résonna dans la grotte, diffusant son exploration. Emma a émergé avec un sourire fou, disant qu'il était sur le point d'entrer dans une certaine porte. L'homme voit Emma et pensant qu'il est un streamer, est agacé car il y en a toujours un qui se présente. Au pire moment possible, il lui dit de couper la caméra immédiatement, mais des braises apparaissent soudainement autour de son corps. Sans aucun avertissement, le corps entier du voyou a éclaté en flammes. Les autres ont regardé sous le choc, tandis que le rapatrié s'est excusé d'être nouveau dans le streaming. D'un autre côté, les gens ne peuvent pas croire ce qui se passait et disent que ce doit être une cascade. Cependant, le débutant reconnaît son visage et se fiche de peur alors qu'Emma pointe son doigt et la caméra sur lui, l'identifiant comme qui, l'auteur de l'affaire de meurtre de Yumi d'il y a un an. Son visage stupéfait a été montré clairement à l'écran, et des vagues de commentaires choqués et dégoûtés ont afflué. À l'époque, des policiers et un chasseur de rang sont venus sur les lieux, mais le coupable avait disparu sans laisser de traces. Il portait un masque à l'époque, mais ils peuvent confirmer à partir de l'enregistrement du flux précédent. Désespéré de se sauver, il dit aux autres d'attaquer car l'un des leurs a déjà été attaqué. Emma dit que le reste d'entre eux est tout aussi mauvais. Ils ont utilisé leur licence de chasseur pour se cacher et ont continuellement commis les crimes les plus odieux. Ils demandent au public ce qui devrait arriver à des personnes aussi dégoûtantes. Quoi qu'il arrive, ils le méritent. L'un essaie de riposter et émet de l'électricité de ses bras. Rencontrant son regard furieux, on leur dit de laisser leur péché les brûler vifs. Il y avait 3 personnes là-bas, mais personne ne pouvait le toucher sans se brûler. Ils ont tous crié de douleur et se sont débattus, souffrant alors que le feu brûlait leur peau et passait à leur chair. Dans le chat, certains demandent pourquoi il n'est pas banni, tandis que d'autres sont heureux que les méchants soient punis, répondant à leurs appels, et les sourires alors qu'ils pointent vers qui, annonçant qu'il est le prochain. À cet instant, ses jambes ont été englouties par les flammes,
faisant retentir des cris d'agonie. Le public était ravi, disant que c'était bien fait pour lui. Il demande à l'homme brûlé s'il a des derniers mots, alors il crie sans fin des excuses. Des fluides sortent de ses orifices corporels. Le bavage dégoûte certains spectateurs, qui veulent qu'il soit relâché car il s'était déjà excusé. Avec un regard froid, Emma accepte étonnamment la requête. Il lit le nom d'utilisateur du demandeur et dit qu'il tuera leurs parents ensuite. Puis s'il s'excuse plus tard, il devrait lui pardonner parce que c'est comme ça que ça marche. Ils doivent se croire en sécurité puisqu'ils regardent en marge, mais l'anonymat de nos jours se brise et s'effrite sans effort. Cette menace panique les gens, et ils expriment soudain leur colère envers Emma. Pendant ce temps, Vox prospérait, se délectant de leur désespoir et alimentant son contractant. Le sentiment de désespoir ne doit pas nécessairement venir de lui, mais peut être extrait de la masse de rage autour de lui. Tout cela peut être utilisé, et pour simplifier, plus il devient viral, plus il recevra de force en retour. Qui continua à crier, reculant désespérément alors que ses jambes commençaient à brûler. C'était une excellente première étape, mais s'il tue les parents du spectateur comme il l'a dit, ça explosera encore plus. Emma sourit, disant que c'était juste un bluff pour attiser les flammes. Après tout, il veut juste épargner, et la proie qu'il chassera a déjà été décidée. Ceux qui piétinent et traitent le monde comme si c'était le leur, commettant des crimes sans fin, seront tous soumis à son jugement et à sa punition. Vox ne peut s'empêcher d'être d'accord que le désespoir qui frappe vite et fort est le goût de ses théories. Il adorera les cris d'ordures arrogantes qui se croient intouchables, tout comme l'assassin de Yumi. La seule chose qu'il mérite en ce moment est de ressentir la douleur atroce dans tout son corps. Se tournant vers la caméra avec un sourire, il dit qu'il va les couper pour l'instant car il a une question à poser. Qui continua à pleurer, implorant pitié et promettant de faire tout ce qu'il demande. Avec cela, Emma pose des questions sur leur chef suprême et exige qu'on lui dise tout ce qu'ils savent. L'homme s'arrête un instant et le fixe, tiraillé entre les deux options. Il dit qu'il ne peut pas parler car son patron et ses hommes le tueront s'il le fait. Désespéré de survivre, il invoque une énorme rafale de vent pour calmer les flammes autour de lui. Poussant ses mains vers l'avant, il ordonne au vent de se déplacer plus vite et de faucher ses ennemis. Puis levant les bras, il rassemble toute son énergie pour son attaque la plus puissante. Comparé au patron qui les dirige tous, le garçon devant lui n'était rien, du moins le croyait-il. Visant son agresseur, il lance la sphère de vent vers l'avant. La poussière met du temps à se déposer, mais il est sûr qu'il a tué le jeune homme d'une manière ou d'une autre. Juste à ce moment-là, les restes de son sort s'envolèrent et des braises scintillèrent autour de son corps. Une brise aussi faible ne servira qu'à attiser les flammes. À la surprise générale, le vent est incapable d'éteindre ces flammes. Normalement, lorsqu'on est brûlé sur un bûcher, on meurt d'asphyxie avant même de brûler à mort. Mais ce feu était différent et brûlerait son corps des pieds à la tête, brûlant jusqu'à son cœur. Cela dit, il ne mourra pas, mais connaîtra une souffrance sans précédent. On dit à qui de répondre et de dire tout ce qu'il sait sur son patron. Implorant pitié, il dit que l'homme est trop fou pour être trahi. La quantité de peur qu'il montre suscite une curiosité sans fin, alors il demande juste un nom et promet d'affaiblir le feu en échange. Le vil homme hésite, pleurant toujours, et on lui dit que la douleur dans ses jambes doit être insupportable. C'est très vrai. Alors après un moment d'hésitation, il mentionne le nom de Kuro. Enfin, la cible a un nom à associer, et il sait maintenant qui il poursuit. Emma revient vers les spectateurs et s'excuse de les avoir fait attendre. Puisque les deux sont parvenus à un accord, il sera un homme de parole et tiendra sa promesse. Les flammes faiblissent, prouvant qu'ils peuvent avoir une conversation appropriée. Ayant obtenu ce qu'il était venu chercher en premier lieu, il est temps de faire la conclusion du stream. Qu'il appelle dans une supplique désespérée, disant que les flammes ne sont pas encore mortes. Avec un regard froid, l'homme impitoyable dit qu'un grognement comme lui, qui ne sait rien, mérite de brûler. Maintenant, il devrait ressentir la douleur et la souffrance qu'il a causée à Yumi alors qu'il se transforme lentement en cendre. Les spectateurs regardent avec des sentiments mitigés, bien qu'incapables de faire quoi que ce soit. Des cris retentirent une fois de plus, mais il l'a cherché. D'un autre côté, Vox savourait son désespoir et ne pouvait s'empêcher de s'exclamer de la délicatesse de son agonie. La cible étant identifiée, il s'éloigne du brasier et du bruit. Il y avait Kuro et une autre personne, celle qu'il avait engagée pour s'en prendre à Yumi. Il n'a pas encore beaucoup de pistes, mais il jure de ne jamais les laisser s'enfuir. Regardant ce même stream, Ryaka fronça les sourcils de colère. Bien consciente que le frère pourrait bientôt venir la chercher, Emma était déterminée à tous les trouver et à les brûler dans un but de vengeance. Les gens à l'école parlaient de rumeurs sur le démon de la flamme qui vient soudainement punir ceux qui commettent des actes maléfiques dans l'ombre. Une fois qu'il arrive, ils peuvent être assurés qu'il réduira tout en cendres. Au fond d'une porte, un homme prend une fille en otage devant ses compagnons. Avec une lame touchant son cou, Sina implore pitié tandis que ses amis méprisent l'homme pour s'en prendre à une faible débutante. Il leur dit de laisser les objets et les pierres magiques derrière eux s'ils ne veulent pas d'ennui. Juste à ce moment-là, un bonjour emblématique résonna dans l'obscurité, et un streamer en pleine ascension entra en scène. Le nom du méchant était Shiki, qui a pris plus de 20 personnes en otage, mais n'a jamais tué personne directement. Malheureusement, il a volé l'équipement de sa cible au milieu d'une porte,
ils sont donc morts en conséquence. Alors que les cris habituels commençaient, demandant ce qu'il était, les commentaires le détestant affluaient. Connaissant Emma, il demande s'il va brûler l'otage avec le méchant. Il passe ensuite à la fille, Ice, qui est une travailleuse à temps partiel et une chasseuse de randée. À leur surprise, elle est la partenaire de Shiki et rejoint des groupes en tant que débutante juste pour être prise en otage. Lorsque l'homme a appris qu'il avait causé des décès, il a essayé de se dénoncer, mais elle l'a forcé à continuer. En d'autres termes, elle était le cerveau. Pris sur le fait, il tremble de peur tandis que son expression change complètement. Furieuse, elle s'en prend aux chasseurs non invités qui les a dénoncés pour leur arnaque. Disant que c'est une violation de la vie privée, elle rassemble son pouvoir dans son poing et charge vers lui. Cependant, elle s'arrête soudainement et frappe le sol à la place, le faisant se rompre en une ligne. Des roches volèrent, et tandis que les membres du groupe regardaient avec choc, Emma sourit simplement et demanda aux spectateurs ce qu'ils devraient faire avec de telles personnes. La femme abandonna complètement son rôle et les maudissait maintenant ouvertement. Il n'y avait donc qu'une seule chose à faire. L'ayant cherché, il mérite d'être explosé. Elle continue de lancer des attaques avec son attribut de terre, voulant transformer son ennemi en viande hachée. Plusieurs masses de pierres lourdes volent vers lui, mais il se moque juste de l'attaque et dit qu'il aime aussi la viande grillée. Le jeune chasseur pose sa main sur le sol et lance le purgatoire, provoquant l'éruption de flammes du sol sous elle. Pendant ce temps, les victimes titubent devant cette vue horrible et réalisent que l'homme doit être le chasseur infâme des rumeurs. Vêtu de flammes, il regarde la fille et dit que leurs péchés seront complètement brûlés. Ils seront envoyés en enfer, où ils devront sans cesse s'agenouiller et s'excuser auprès des 3 qu'ils ont tués. Alors qu'elles étaient complètement incinérées, Shiki fut laissé seul, toujours en larmes à cause de ce qui s'était passé. Il a le devoir d'expier leurs crimes, il doit donc se dénoncer ou subir le même sort qu'elle. L'homme accepta immédiatement l'accord. Alors que le public se demandait si le laisser partir était une erreur, ils ont demandé à Emma des preuves que la fille était vraiment le cerveau derrière tout cela. Avec un sourire écœurant, il dit qu'il n'a pas besoin de preuves pour brûler toutes les ordures qui existent. Ils soutiennent qu'ils en ont évidemment besoin et se mettent à l'insulter pour ne pas savoir comment les choses fonctionnent. Pendant ce temps, Shiki était au sol, à genoux, pleurant et tremblant de soulagement en remerciant celui qui avait tué Ice. Regardant son téléphone, il voit l'ancien message du chasseur, implorant de l'aide et disant qu'elle le menaçait. Passant à autre chose, ENN a dit qu'il y a quelque chose qu'il doit demander. Avec un regard étrange, il demande à Shiki s'il sait quelque chose sur les personnes impliquées dans l'incident de Yumi. Plus tard, Vox émergea des ombres avec un petit rire. Il dit que le désespoir de la femme était délicieux, mais une trop petite portion. Si son contractant avait également rôti le type, ils auraient pu obtenir quelque chose de vraiment bien. Avec un regard sévère, il dit que c'est son pouvoir et qu'il l'utilisera comme il le souhaite. Le démon glousse, feignant la peur. Depuis qu'ils ont conclu leur accord, Emma a progressivement appris le fonctionnement de ses capacités. Ses flammes brûlent plus fort quand de plus en plus de gens commentent dans son stream ou utilisent des hashtags. Et peu importe vers qui la colère est dirigée. Ça peut être de la colère envers lui, des gens maléfiques, des victimes qui ont baissé leur garde par erreur, ou même des choses totalement hors de propos. De l'envie envers un ami, de la colère envers un client, ou un coéquipier dans des jeux en ligne. Individuellement, l'effet peut être faible, mais il y a des tonnes de gens chez qui on peut collecter de la haine superficielle. La rage en ligne n'est rien de plus que ça après tout. Vox demande alors à quoi il pensait quand il a créé cette application de messagerie. Pyrogramme était une application de messagerie privée destinée à la communication anonyme. Il pourrait se faire troller sur un forum, mais tout ce qu'il veut, c'est que les informations de contact se répandent par le bouche à oreille. De plus, il faut du cran pour installer une application aussi louche et le contacter par ce biais. Le démon se demande si quelque chose comme ça l'aidera réellement à trouver qui il cherche. Le type qui a tué sa sœur, ma petite sœur Yumi, et la personne qui l'a engagé n'ont pas été attrapés malgré une année entière qui s'est écoulée, il est donc évident qu'ils ne seront pas traqués si facilement. De ce fait, il a décidé d'attirer ses ennemis hors de leur côté. Ces messages et défis sont tous destinés à se répandre et à les traîner dans la lumière. Pile à ce moment-là, il reçoit un message intéressant. Le chef des chasseurs a été appelé pour un déploiement d'urgence, et c'est peut-être pour abattre le démon de flamme. Les gens parlent des incidents récents qui circulent sur Internet. Emma exposait et brûlait les criminels, et les gens se demandaient qui serait le prochain. Au quartier général de la Fédération des chasseurs, 5 chasseurs partageaient une table. Futa, Ruka, Shinji, Enya et Tommy étaient assis en silence. Juste à ce moment-là, quelqu'un s'est approché et les a remerciés de s'être réunis malgré leurs emplois du temps chargés. C'était Jira, qui dit que la réunion concerne le soi-disant démon de flamme, car il aimerait qu'ils finalisent leur politique sur le justicier. Ils ont une réunion d'information avec une image d'Emma au milieu. D'après ce qu'ils ont vu, il se venge de la mort de sa sœur Yumi, disant que faire cela est une chose si tragique. Pour commencer, il suggère d'offrir la clémence et leur pleine coopération pour attraper le véritable tueur. Ruka dit que la brutalité est innée et même avec une raison. Ce n'est pas normal de massacrer des gens si impitoyablement. De plus,
il faudrait être un idiot absolu pour se rendre si facilement à partir d'une promesse verbale. Shinji s'énerve et insiste sur le fait que des gens meurent, donc ils doivent agir vite. D'un autre côté, Enya aimerait se concentrer sur ceux qui ont fait du mal à Yumi, car c'est ce que le démon recherche. Jira est d'accord, ajoutant que la mort de la jeune fille est la raison pour laquelle la fédération a été formée en premier lieu. La porte est confrontée à la calamité des messagers, et ils se sont donc pleinement engagés à dégager ces passages. Malheureusement, cela les a amenés à fermer les yeux sur les nombreuses tragédies qui se déroulent dans l'ombre. Le cas de Yumi a choqué le monde, mais ce n'était aussi que la pointe de l'iceberg, et la fédération a été créée pour changer cela. C'est parce qu'ils étaient trop faibles que le mal a été autorisé à prospérer au départ. De plus, c'est parce qu'il n'était pas assez que quelqu'un comme le démon de flamme a dû apparaître. C'est douloureux, mais c'est une vérité qu'ils doivent accepter néanmoins. Incapable de contredire sa logique, il soupire de résignation, et Ruga demande quoi faire, n'étant pas particulièrement contre le fait de laisser mourir des criminels. Cela dit, ils seront trop tard s'ils agissent seulement après que des civils commencent à se faire blesser. Jiro se demande si ces cartes de tarot ont dit quelque chose, mais il admet qu'elles n'en sont pas encore là. Comme ses lectures de fortune sont souvent justes, on lui dit de l'informer si quelque chose se présente. Quand ce moment viendra, le leader jure d'abattre lui-même le démon. C'est une promesse effrayante, mais en même temps, très réaliste. Honnêtement, Ruka se fiche des principes moraux ou de la justice, et il n'a rejoint la fédération que pour les avantages qu'il en retirerait. À l'époque, il pensait que le gamin riche et naïf serait facile à manipuler, mais cela a changé une fois que le couvercle a été retiré. Le rang ne monte qu'au plus, mais Jira est dans une autre ligue en tant que chasseur éveillé. Futa a ensuite parlé, demandant à tout le monde de se calmer pour l'instant et de détester le crime au lieu de détester la personne. Voulant d'abord gérer les choses diplomatiquement, il demande la permission de s'occuper de l'affaire. Alors que les autres s'en soucient peu, le leader commence à parler, mais on lui dit qu'ils veulent tous les deux un avenir où tout le monde est capable de sourire. Partageant un regard compréhensif, Jura accepte de le laisser gérer les choses et demande à tout le monde de lui transmettre de nouvelles informations. Plus tard, Futa surprend les gens au quartier général en venant en personne, leur disant de ne pas faire attention à lui avec un sourire. Il s'excuse d'avoir fait irruption si soudainement et a demandé à propos du lit sur lequel il voulait enquêter. Un membre du personnel a parlé, mais il est évident qu'il y avait un problème. Apparemment, Anma n'a jamais montré son visage à l'écran, ce qui serait le moyen le plus facile de l'identifier. Alors que la confusion s'installe, l'homme décide qu'il serait plus facile de le lui montrer. Quand ils ont essayé d'analyser les images, l'écran a zoomé sur le visage de la cible. Mais alors qu'il essayait de se concentrer, des alertes d'erreurs retentissantes ont rempli l'écran. Cela surprend Jira. Quelque chose continue d'interférer avec le scan et de bloquer les données. Et pendant qu'ils interrogeaient les témoins, ils ont tous donné des réponses vagues et mélangées, ce qui a finalement abouti à ce qu'ils disent qu'ils n'étaient sûrs de rien. Ils ne se souviennent de rien, et c'est comme s'il y avait un voile sur leur cerveau. Anma tenait des lentilles de contact entre ses doigts. Quiconque les porte peut montrer son visage et ne laisser aucune impression affectant même les caméras. Les gens finiront par dire qu'ils se souviennent mais ne peuvent pas et ont vu mais ne pouvaient pas. Ils trouvent amusant la façon dont les démons jouent selon leurs propres règles, mais Vox dit que ce n'est qu'un jouet que les humains ne peuvent pas comprendre. Ajoutant, il partage qu'il était affamé, donc se faire attraper et mourir serait un problème pour lui. Si quelqu'un essaie de fouiller dans son identité, il se verra servir une belle et grande tranche de désespoir. De retour dans la zone de contrôle, les analyses n'ont pas fonctionné, et personne ne pouvait se souvenir de rien. Le membre du personnel s'est excusé car il n'avait absolument rien, mais sa chaise, qui était tenue par Futa, s'est soudainement fissurée sous son emprise serrée. Le remarquant, il lève les yeux pour faire face au chasseur et est choqué de voir un visage si enragé qu'il ne pouvait même pas reconnaître le chef de la fédération. Fuda était furieux à cause des tours qu'Anma jouait, et le personnel a pâli devant le visage qu'il a vu, pensant que le chasseur était habituellement tout sourire. Tournant légèrement les yeux vers l'arrière, il voit l'homme se calmer en acceptant que les choses seront difficiles cette fois-ci. Avec un autre revirement complet, il leur demande calmement de continuer à enquêter et de l'informer si quelque chose se présente. Capable de reprendre son souffle, il s'affale en arrière et appelle son camarade. Alors qu'il était sur le point de dire quelque chose, Futa est réapparu, se penchant au-dessus de lui et demandant s'il avait trouvé quelque chose et lui disant de le lui faire savoir aussi. Frappé de peur, le personnel l'écarte et on lui dit que le chasseur a de grands espoirs pour quelqu'un d'aussi compétent. De retour à la voiture, le chef aux deux visages s'est couvert la tête et a utilisé une technique familière. Une magie étrange s'est répandue dans tout son corps, le transformant complètement. Avec une nouvelle voix, Futa dit à ses hommes de balayer le monde souterrain pour obtenir des informations sur le démon de flamme. Confirmant l'ordre, la secrétaire se corrige et s'adresse à Kuro, le même homme qui a souillé et tué Yumi, ma pauvre sœur. Anma montre ses crocs, il doit donc le coincer en tant que membre des 6 lames circulaires et seigneur du crime. Alors que Vox ricane en entendant ce nom, on lui dit que c'est un code pour les chefs de la fédération, un pour chaque élément. Les capacités éveillées se présentent sous toutes les formes, mais chaque chasseur entre essentiellement dans l'un des 6 éléments.
Il s'agit d'une distribution d'attributs de base, mais il existe des cas rares où des attributs mixtes ou uniques apparaissent. Cela dit, les choses s'alignent généralement avec la personnalité ou les désirs les plus profonds de l'utilisateur. Le démon demande ce qui se passerait si un utilisateur de la Terre souhaitait soudainement voler dans le ciel. C'est une bonne question et ils trouveront la réponse assez tôt. Reprenant ses sessions de streaming, Emma coince un homme en costume qui reculait de peur, disant bonjour à ses téléspectateurs passionnés. Il continue à parler du profil de la prochaine cible. Avec la caméra pointée sur son visage, plusieurs personnes reconnaissent le soi-disant philanthrope. Il collecte des dons pour les orphelins des portes, des enfants dont les parents ont été tués dans des incidents de porte, et est personnellement intervenu pour aider. Cependant, la plupart des dons ont été utilisés pour son propre jeu. Tous les orphelins ont été forcés au travail. L'homme, Ikawa, nie toutes les allégations et exige qu'il fournisse des preuves. Emma s'approche de son oreille et lui murmure quelque chose de si choquant que l'homme se demande qui il est réellement. Le type explose, réalisant d'après sa réaction que les allégations doivent être vraies après tout. Leur colère et leur choc rendent ses flammes plus fortes. Pendant ce temps, l'homme d'affaires comprend qu'il ne peut pas éviter de se battre, et tout en continuant à rejeter toutes les allégations, invoque un golem d'eau pour encapsuler tout son corps. Le chat s'inquiète, ne sachant pas si le feu peut vaincre l'eau. Cela peut sembler un pouvoir terrifiant au début, mais en fin de compte, ce n'est rien d'autre qu'un ego fragile qui prétend être grand. Ikawa est têtu, désespéré et pathétique, complètement éloigné de la sérénité flexible de l'eau. En d'autres termes, l'éveil est un désaccord. L'homme maléfique frappe avec un grand cri, envoyant un torrent d'eau vers son ennemi. Cependant, la situation s'inverse rapidement lorsqu'une chaleur rouge fait bouillonner et évaporer l'eau. De telles façades ne détiennent aucun pouvoir réel. Levant à peine la main, Emma libère tellement de chaleur que l'eau commence à bouillir, prenant l'homme par surprise. Comme d'habitude, les péchés de sa cible les brûleront, et Ikawa hurle de douleur alors qu'il est bouilli dans son propre pouvoir. Il appelait plutôt le golem de la magie avancée, mais c'était un simple sort de bas niveau destiné à intimider les autres. Le streamer dit au revoir à ses spectateurs qui s'inquiètent pour les orphelins et décide de leur envoyer un don. Vox est dégoûté par le désespoir de l'homme et demande ce que son contractant a dit pour le faire frissonner. En fait, lui et Yumi étaient aussi orphelins et ont passé quelque temps dans son établissement. Il se détourne, sans donner plus d'explications, et laissant derrière lui le cadavre brûlé et désolé. Cela dit, cela alimente toujours ses flammes. Emma dit qu'il n'est pas comme Ikawa, et que le feu qu'il a acquis grâce à son contrat, ainsi que les mécanismes de la façon dont son pouvoir grandit avec la colère, il promet de prendre le contrôle et de le maîtriser complètement. Vox est surpris de l'entendre dire qu'il est un attribut de feu et sourit étrangement. Sans y prêter attention, il promet d'être là pour lui quoi qu'il arrive, ajoutant doucement que certaines personnes ne rentrent tout simplement pas dans de petites cases bien définies comme les attributs. Emma passe à autre chose, disant soudain qu'il était presque temps. En regardant Pyrogramme, il partage que le nom lâché semble avoir fonctionné car quelqu'un l'a contacté pour discuter de Ryuka et Yumi. Passant aux choses sérieuses, il est déterminé à continuer jusqu'à ce que chaque péché soit réduit en cendres. Le démon et son contractant marchaient dans les ruelles sombres, suivant une demande de rencontre et de discussion sur les tueurs de Yumi. Ryuka était une chasseuse bien connue, une streameuse de conquête typique qui n'arrêtait pas ses activités. En regardant ses anciens enregistrements, il la voit regarder la caméra et répondre à des demandes provocatrices en échange de dons. Elle était autrefois célèbre pour ses compétences, mais il semble qu'elle ait un peu changé de voix. Calmant la curiosité de Voxy, Emma dit qu'elle était une sorte de mentor pour sa sœur. Apparemment, elle l'a beaucoup aidé et semble être une personne correcte à première vue. Cette opinion change quand il apprend qu'elle a envoyé Yumi seule à une porte de haut niveau, où quelqu'un attendait déjà pour la piéger. En y repensant, il se souvient d'une tonne de commentaires spammés ce jour-là, la traînant dans la boue et venant tous d'une seule source. Même le démon doit admettre que ça ne ressemble pas à un troll moyen. Ils atteignent bientôt le lieu de rendez-vous convenu. Bien qu'ils ne connaissent pas le visage de l'informateur, ça ressemble à un petit poisson typique facilement reconnaissable. Au bout de l'allée, ils voient un groupe de personnes qui correspondent à la description. Ils s'en prennent à une petite fille, se rassemblant autour d'elle et disant qu'il est dangereux de marcher seul. Confirmant leurs soupçons, le duo de démons fixe sa cible. D'un autre côté, les deux hommes harcèlent la dame, la forçant à montrer son visage. Juste à ce moment-là, l'un d'eux réussit à enlever son capuchon et à relever sa tête pour une vue dégagée. Cependant, la grande révélation les laisse déçus alors que la pauvre fille pleure, essayant de couvrir son visage balafré. N'obtenant pas ce qu'ils attendaient, ils la jettent au sol avec colère. S'excusant, elle se dépêche de remettre son capuchon tandis que les hommes s'éloignent, mais Emma les arrête soudainement de partir. Il dit qu'ils ne sont pas en position de juger les visages des autres, et qu'ils devraient d'abord se regarder dans un miroir. Les deux se renforcent, insultés et prêts à se battre. Cependant, leur petit pouvoir ne perturbe pas l'incendiaire, sachant qu'une petite étincelle de ces flammes suffira. Après tout, le feu du désespoir ne disparaît pas juste parce que le stream se termine. Au contraire, il brûle plus fort à mesure que l'indignation les frappe, alimentant même le démon lui-même. Ce n'est pas aussi fort qu'un brasier de stream en direct, mais assez chaud pour se débarrasser des ordures comme ça.
Alors que le couple chargeait, un jet de flamme a été tiré, les traversant et envoyant leur corps en feu. Calmant la chaleur, Emma leur dit de parler et exige de savoir qui a demandé à les rencontrer. Ils ont levé les yeux vers lui avec confusion, ne sachant pas de quoi il parlait. Il réalisa donc qu'il avait dû les prendre pour quelqu'un d'autre. À sa grande surprise, une voix timide l'appela. C'est la fille d'avant qui dit qu'elle a le nom d'utilisateur Doggy et l'a appelée là-bas. Elle était toujours par terre, alors il l'a relevée et est allé quelque part où il pouvait avoir une conversation correcte. Partageant qu'elle est l'assistante de Ryuka et l'aide pour ses streams, elle révèle qu'elle a vu la chasseuse rencontrer ces hommes. À l'époque, elle l'avait secrètement suivi, elle et Kuro, dans une ruelle et les avait entendus parler de Yumi. Bien qu'elle ait voulu avertir quelqu'un, elle avait trop peur de parler, alors elle s'est glissée dans les commentaires. Elle ne s'attendait jamais à ce que les choses aillent aussi loin. Cela confirme que Ryuka était impliqué, et maintenant les deux se rencontrent encore régulièrement. Cela dit, il semble que les choses ne se passent pas bien. Quelque temps auparavant, Ryuka a éclaté de colère, disant à Kuro que le vengeur de Yumi rôdait. Elle aurait de gros ennuis s'il venait à découvrir quelque chose sur elle. L'homme est indifférent, arguant qu'il a juste été embauché par elle, et que c'est elle qui a tué la fille. Accueillie par un regard dégoûtant, elle insiste sur le fait qu'elle voulait simplement effrayer la fille, et que c'est lui qui l'a violée et tuée. Il ne se donne pas la peine de réfuter et lui dit de raconter ça au démon de la flamme et de voir s'il lui pardonne. Après cet incident, Kuro a régulièrement exigé de l'argent de silence, alors elle a fini par essayer de payer la facture en faisant des streams indécents. Malheureusement, peu importe combien d'argent elle gagnait, il prenait presque tout. Elle est remplie de rage car, même à ce moment-là, on ne la laissait pas mourir seule. La fille maudit et l'appelle un déchet, mais on lui dit qu'ils sont essentiellement coupés dans le même tissu. Terminant la discussion, il dit à ses hommes de la faire sortir, alors il l'entoure. Les hommes louches touchent et agrippent son corps, offrant de la protéger en échange d'activités qui lui feraient retourner l'estomac. Juste à ce moment-là, l'oreille de l'homme le plus proche d'elle est coupée. Ils la lâchent tous alors qu'elle leur dit de ne pas la toucher. Se tournant vers les murs, Kuro voit un trou soufflé de l'extérieur. Il semble qu'il se trompe. Elle n'est pas venue ici pour demander de l'aide et n'a jamais voulu être sauvée. Après tout, elle n'est pas tellement perdue qu'elle a besoin d'un tas de faibles pour la protéger. Malgré tout, le rambé est toujours intéressant. À l'époque, Dagyu écoutait derrière des portes closes, et elle a demandé à rencontrer Emma, pensant qu'elle pourrait sauver quelqu'un contrairement au cas de Yumi. Son témoignage confirme qu'ils étaient tous encore en vie. Elle avait espéré lui demander de l'aide, mais se sentait sombre alors qu'elle se tenait au-dessus d'elle, ravie qu'il puisse maintenant tous les brûler en même temps. Rempli de vengeance, il glousse comme un maniaque, confirmant que Ryuka et Kiro sont toujours en contact, et demande comment les rencontrer. Daji se demande ce qu'il a l'intention de faire s'il voit les deux. Elle faisait des raids de stream, mais s'est abîmé le visage lors d'une course. À cause de cela, elle a tout abandonné et a vécu dans la solitude. Un soir, la chasseuse l'a sortie de sa dépression, mais plutôt pour en faire une esclave. Il était évident qu'elle n'était pas une bonne personne, mais malgré tout, Reika lui a sauvé la vie, elle lui était donc redevable. Avec cela, il se demande pourquoi elle est même venue le voir en premier lieu car elle doit savoir que cela mettrait la vie de son sauveur en danger. Elle fait valoir qu'il pourrait se faire tuer s'il essaie, mais il ne s'en soucie pas beaucoup, sachant que cela finira par arriver. Son emprise sur lui s'est relâchée alors qu'elle demande si c'est vraiment si mal, surtout dans un monde comme le leur, de souhaiter que les bonnes et les mauvaises personnes survivent. Ce n'est pas mal, mais Yumi était déjà partie, arrachée à ce monde même. La pièce devient immobile et silencieuse. Sa sœur a été assassinée comme si elle ne voulait rien dire, et prétendre que cela ne s'est pas produit n'est pas de la compassion, mais juste de la simple faiblesse. La fille est incapable d'en dire plus, alors elle baisse la tête en signe de résignation. Ryaka sera bientôt à un événement dans le Wasteland. Il la remercie pour les informations promettant de garder à l'esprit qu'elle a peut-être été utilisée pour. Dogji reprend espoir et on lui dit qu'il a juste besoin d'une chose. Si la femme s'excuse pour ce qui est arrivé à Yumi, ne serait-ce qu'un mot, alors il ne la tuera pas. Avec cet accord, les deux se séparent pour l'instant. Samedi arrive, et l'événement a lieu comme prévu. Les Wastelands sont des zones qui ont été fortement contaminées lors d'une catastrophe de rupture de porte il y a des années, saturées de poison et de malédictions de type sombre. Les civils ne peuvent pas y vivre, ce qui en fait une zone morte jusqu'à présent. Les seuls qui y vivent sont des voyous, qui sont résistants au poison et n'ont nulle part ailleurs où aller. En regardant autour de lui, Vox demande ce qu'il pense de Dogji, qui pourrait mentir et le piéger. Il était déterminé à continuer, alors ils devront le découvrir une fois sur place. Le démon parie sur une issue défavorable. En ouvrant la porte, on m'a dit que ce n'est pas amusant car il n'y a rien à convenir si les deux parties parient sur le même camp. À l'intérieur, il y avait un grand groupe d'hommes, visiblement mal intentionnés. Avec des regards noirs, les hommes qui l'attendaient se sont précipités. Ryuka observait d'en haut avec Shiko, disant qu'elle ne s'attendait pas à ce que le démon des flammes vienne seul. Son assistante demande ce qui se passe, semblant ne pas être informée des hommes présents. Il y a 10 ans, lorsqu'un quart du monde s'est réveillé, plusieurs ont utilisé leur pouvoir pour écraser les faibles. Une fois le chaos retombé,
ces personnes se sont glissées dans des endroits louches comme ceux-ci et se battent encore à la moindre occasion. Malgré tout, elle reste une chasseuse vétérane avec un large réseau de relations. Chico remet en question ses préparatifs, comme si elle savait que le démon allait venir à elle. Regardant son assistante, Ryaka dit que c'est tout à fait normal et exprime sa gratitude envers cette chienne utile dont elle a compris le plan il y a longtemps. Ainsi, la vérité sur la mort de Yumi restera complètement enfouie, et tout ce qu'elle a à faire est de nettoyer le cadavre. À ce moment-là, une tour de flamme a éclaté au milieu de la pièce. Tournant la tête, elle se demande qui pourrait avoir une telle puissance de feu. La réponse, bien sûr, est le démon des flammes qui faisait fondre la chair de ses ennemis. Enma la remercie, pointant la caméra et montrant à ses spectateurs toutes les preuves dont ils ont besoin concernant son implication dans l'affaire Yumi. Une tige métallique dépassait de la capuche de Chico. L'homme a annoncé qu'elle était là lorsque sa sœur a été attaquée et qu'elle l'avait tuée. Avec tout ça, il était sûr qu'elle finirait par se montrer. Ryaka se tourna lentement vers son assistante, fulminant et demandant pourquoi sa voix était sur son stream. La fille sort le micro de ses vêtements et explique qu'il allait l'épargner si elle s'excusait. Elle pensait qu'elle se sentait coupable et le regrettait, peut-être même un peu, mais elle n'a pas manqué de décevoir. Réalisant qu'elle avait été piégée depuis le début, la chasseuse invoque une épée d'eau lumineuse. Appelant le démon des flammes, elle se lance pour planter son arme. Pendant ce temps, il fait sa routine de revoir son identité et de l'accuser du meurtre de Yumi Akagi. Maintenant que tout le monde a vu ce qu'elle est vraiment, Ryuko se lançait sans hésitation et avait complètement perdu la tête. Son assistante appelle pour essayer de l'arrêter, mais ses cris tombent dans l'oreille d'un sourd alors que la chasseuse invoque une longue rapière pour frapper. Elle se bat en utilisant l'attribut de l'eau et compte tenu de ses compétences réelles. Cela mettrait Enma en désavantage. Sa marque de fabrique est un style d'escrime de courte portée, qu'elle utilise pendant les streams. Décidant de la rencontrer à mi-chemin, le démon active ses flammes et vise à attaquer pendant qu'elle est en l'air. Il lui tire dessus depuis le sol. La fille brûle, touchée directement à la poitrine, et il semble que ce soit fini trop tôt. Refusant de croire que c'est si facile, il se met immédiatement sur ses gardes. À ce moment-là, elle apparaît à côté de lui, tenant son épée prête. Visant son visage, elle rate de manière inattendue l'attaque surprise, ne faisant qu'effleurer sa joue avec une coupure superficielle. L'assaut a continué, tout comme ses esquives rapides et agiles. Sans même réussir une autre coupure, elle s'arrête et lui permet de reculer, profondément impressionnée qu'il ait gardé son sang-froid malgré tout. Bougeant sa lame, elle demande comment il a déjoué son embuscade. Cela n'avait tout simplement pas de sens pour un rang B. Les chasseurs sont classés de A à F, et ceux classés B ou plus sont essentiellement surhumains. En fait, ils sont considérés comme la force de première ligne de l'humanité, tant en termes de puissance que de population. C'est ce que signifie être un rang B. De plus, elle est une streameuse chevronnée, quelqu'un qui ne craquerait pas simplement parce qu'elle a été exposée. Avec les caméras qui tournent, il est hors de question qu'elle agisse de manière aussi pathétique, c'est donc une ruse évidente pour tromper ses ennemis. Elle reconnaît qu'il est bon, mais ne lui donne que 50 points pour la déduction. Invoquant une autre arme aquatique, elle tranche l'air et invoque une épaisse couche d'eau pour obstruer la vue de l'incendiaire. Apparaissant derrière lui, elle accepte de lui donner une note complète s'il comprend comment elle se déplace. Frappant à travers, Ryaka l'attaque de son angle mort et réussit un coup direct. Enma est renvoyée, et même Vox doit admettre qu'elle est très habile. Plus qu'expérimentée, elle est probablement habituée à affronter des flammés dans le chat. La pire chose que l'on puisse faire lors d'un scandale est d'essayer de s'expliquer. Cela ne fait que donner l'impression que la personne se justifie, et se mettre en colère ne ferait que tordre les émotions et se moquer de vous. Cependant, si vous pleurez, vous serez étiqueté comme une personne sournoise qui joue la victime. On peut facilement se faire prendre dans ce piège. Mais si l'accusée reste calme comme elle l'est, alors le public s'essouffle simplement. Peu importe à quel point vous êtes ennuyeux, cela finit par s'éteindre s'ils restent calmes. Plus leur peau est épaisse, plus cela joue en leur faveur, surtout contre Enma. Se tournant pour lui faire face, elle porte de l'âme et sourit, disant que sa flamme s'est un peu refroidie. Après cet échange, le petit incendiaire n'avait pas l'air très chaud. Vox demande avec enthousiasme quel est son plan maintenant, mais il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faudra juste changer la direction du vent. Déterminer comment elle a instantanément changé de position est encore difficile, mais il a trouvé un moyen de contrer cela. Il place sa main sur le sol, qui devient rouge alors que la chaleur s'y infiltre, se transformant en un purgatoire fumant. Le feu se propage rapidement, et Ryaka se défend à peine avec son attribut d'eau. Grimaçant à cause de la chaleur intense, elle remarque que le sol commence à fondre à cause du barrage total sur le terrain. Elle tranche à nouveau l'air, contrant cela avec la couche d'eau comme auparavant. Confiante que de tels tours ne l'arrêteront pas, elle apparaît dans l'angle mort du jeune homme, mais recule rapidement lorsqu'elle est touchée par une bouffée de vapeur brûlante. Il surchauffe son eau avec ses flammes et enroule le gaz chaud autour de lui comme une armure. Les choses ne sont peut-être pas en sa faveur, mais l'air aujourd'hui était immobile, parfait pour celui qui manie le feu. Avec cela, il la souhaite la bienvenue dans le sauna ultime de l'enfer. Dans les vrais saunas,
la chaleur est beaucoup plus intense lorsque de l'eau est versée sur les pierres car la chaleur se dépose directement dans le corps. Grâce à la chaleur latente de la vapeur, la brûlure frappe directement la peau. En d'autres termes, il a une barrière surchauffée, et si elle entre dans la portée de ses lames, elle va certainement se faire brûler. C'est maintenant à son tour de se moquer d'elle, alors il demande pourquoi la tueuse novice a l'air un peu pâle. L'étiquette la fait sursauter, et la minuscule réaction n'échappe pas à ses yeux perspicaces. Toujours en train de regarder son stream, le public lui dit de trouver les failles et de finir ça. Ils applaudissent de rage en exigeant qu'elle paie le prix de ses péchés. Brûlant de haine, il se lance pour commencer le deuxième round. Cette fois, Ryuka finit par plaider son innocence, disant qu'elle était également contrôlée. Mais le public ne se laisse pas duper par ses mensonges du tout. Elle range ensuite ses armes, convainquant son ennemi d'avoir d'abord une conversation appropriée. Anma reste sur ses gardes, bien conscient qu'elle préparait quelque chose, mais quoi? À ce moment-là, quelqu'un dans le chat a pris la parole. Seuls les fans originaux le savent, mais la chasseuse était une personne différente à l'époque. L'expression désespérée sur son visage disparaît, et elle utilise une compétence d'eau de base pour reculer et gagner de la distance en un instant. Il réalise que c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée derrière lui, mais il est plus malin maintenant et ne la laissera pas s'échapper. Ryaka dit qu'elle ne fuyait pas car elle savait qu'elle se ferait toucher si elle tournait le dos. À ce moment-là, elle pointe ses doigts sur lui et invoque plusieurs mousquets d'eau, les pointant droit sur le démon des flammes. Elle tire, tirant plusieurs balles sur l'ennemi sans méfiance, réagissant aussi vite que possible. Anma parvient à peine à lever les bras pour se défendre. Apparemment, elle n'est passée à l'escrime de corps à corps que pour les vues, mais sa construction originale était celle d'une sniper qui abattait ses ennemis. Elle était spécialisée dans le tir de suppression et les combats à longue portée, mais ce n'était pas excitant pour les spectateurs. Les coups le font chanceler. Vivant une vie qui a quitté sa cage, ce qu'elle voulait quand elle s'est réveillée était une chose simple. C'était le pouvoir de percer n'importe quoi, comme la pluie qui se ferait un chemin dans la pierre solide. Elle tire à nouveau, envoyant d'innombrables balles d'eau sur Anma. Amusé, Vox rit de l'astuce cachée, mais cela n'a pas d'importance car les balles ne sont pas plus rapides qu'une arme à feu réel. Ce ne sera pas si simple car tirer de face n'est pas non plus la seule option qu'elle a. En utilisant les jets d'eau pour foncer, elle réduit l'écart entre eux. Il utilise le purgatoire pour la renvoyer, mais elle ne se démonte pas et continue d'avancer. À sa grande confusion, elle le dépasse et se dirige vers l'entrée du bâtiment derrière. Les deux hommes se demandent pourquoi elle s'enfermerait ainsi. Ils se sont retrouvés profondément sous terre avec une seule issue et des tonnes d'endroits pour se cacher. Il était comme un poisson dans un tonneau, et un faux pas le criblerait de trop. Anma est agacée par sa ruse, alors Vox demande s'il connaît la vraie différence entre lui et elle. Éclairant le jeune homme inconscient, il dit que c'est la compétence. Les capacités éveillées naissent des souhaits les plus profonds de quelqu'un, elles sont donc extrêmement uniques et très puissantes. D'un autre côté, même si ces tours de feu sont créatifs, leur force n'est même pas comparable à une vraie compétence. Il ne sert à rien de se morfondre, alors le démon a un conseil pour lui. La capacité de l'incendiaire a une fonctionnalité secrète. Le feu ne fait pas que ravager et détruire, il est aussi capable de créer. Vox révèle que s'il brûle un éveillé puissant en cendres, il peut absorber l'une de ses capacités principales. Comparé à une personne normale, son ennemi actuel est le principal candidat à absorber. En d'autres termes, il doit battre quelqu'un de rang B ou plus pour prendre sa compétence. Le contractant soupire de frustration car il aurait dû le mentionner plus tôt. En termes simples, s'il bat Ryaka, qui attend qu'il entre, il obtient sa compétence. C'est parfait. À sa surprise, Vox dit qu'il doit être plus bête qu'il n'y paraît et lui rappelle qu'il a déjà brûlé un chasseur de haut rang en cendres. En y réfléchissant, il dit que c'est impossible et qu'il ne se souvient de personne. Puis la révélation frappe. Prêt à relever le défi, il se tient devant l'entrée souterraine, la diffusant même pour que ses ennemis la regardent. Elle le traite d'idiot, mais Anma entre quand même effrontément dans le piège. La tireuse d'élite sourit largement et lui dit de regretter sa folie en enfer. Visant bien, les mousquets à eau ont tiré directement sur la cible, et elle sourit de satisfaction en les regardant frapper. Cependant, ses yeux s'écarquillent de choc en le voyant manier une fausse enflammée. Il a entendu dire une fois qu'il n'y avait ni paradis ni enfer. Et quand les gens meurent, ils deviennent tous des cendres, tout comme ma sœur quand je l'ai incinérée. Il est maintenant temps que les péchés de Ryaku soient consumés. L'ennemi utilise la compétence apprise, levée en flamme, et invoque une faux flamboyante, le faisant ressembler à une sombre faucheuse des profondeurs enflammées de l'enfer. Les compétences sont ce que les éveillés obtiennent ou acquièrent au cours du processus de croissance, et il en existe une grande variété dans le monde. C'est un terme général pour les capacités spéciales, et leur source est le pur désir humain. La nature et la performance de ces compétences dépendent du véritable attribut de l'utilisateur ainsi que des souhaits qu'il nourrit dans son cœur. Elles peuvent être utilisées pour créer des armes avec de l'énergie magique, les améliorer et les manipuler comme technique de combat, ou même les libérer comme sort magique. Elles suivent un système à 3 niveaux de technique de base, intermédiaire et avancé. En termes simples, plus le niveau est élevé, plus il est puissant. Le plus souvent, l'impact visuel est également proportionnel à la puissance. Il existe même des règles détaillées pour les autres compétences,
qui sont maintenant largement diffusées sur Internet. De nombreux chasseurs cherchent désespérément à améliorer leurs compétences, mais en réalité, les compétences avancées ne se manifestent que chez ceux qui sont dotés d'un talent inné, uniquement chez les individus de haut rang. Cependant, Vox ne connaît pas, ni ne se soucie des règles de la société humaine. En tant que tel, le démon invite son contractant à être libre et à courir sans entrave. Avec le côté flamboyant, Enma bloque les balles d'eau qui arrivent. La faisant tournoyer avec une compétence inégalée, c'était comme s'il était le diable incarné de l'enfer. D'un autre côté, Ryuka était incrédule, refusant de croire qu'il maniait une magie avancée. De tels utilisateurs, à quelques exceptions près, sont tous des chasseurs de haut rang, un privilège des humains talentueux. De plus, les mouvements d'Enma ne sont pas du tout ceux d'un amateur et sont ceux d'un chasseur expérimenté. Pour être quelqu'un de ce calibre, il devrait avoir une certaine réputation, et pourtant elle n'a jamais entendu parler d'une telle compétence. La seule chose à laquelle le côté ressemble est la technique avancée de la faux de lumière de Yumi. C'était comme une copie exacte, sauf une qui était souillée et corrompue en quelque chose de plus sombre. L'étrangeté la fait paniquer, et elle se demande quel type de relation les deux avaient, envoyant des vagues de chaleur dans toute la pièce. Enma dit qu'elle n'a pas besoin de le savoir. Même si elle le savait, ma précieuse sœur ne reviendra pas à la vie, ni l'honneur qu'ils lui ont pris. Même si elle meurt, Yumi ne pourra plus sourire. Ainsi, sans aucun sens, valeur ou histoire, la seule chose qui lui reste à faire est de souffrir et de se transformer en cendre. Utilisant sa compétence apprise, il retire sa nouvelle arme et la recouvre d'une couche de flammes remplie de peur et de terreur. Rieka perd enfin la confiance sur son visage. Se montrant, elle lui crie d'attendre. Il hésite un instant, se demandant ce qu'elle a à dire, mais la jeune fille parle soudainement un charabia et laisse ses pistolets tirer de manière incontrôlable. Des douzaines de balles volent vers lui, mais son expression reste imperturbable. Imitant les mouvements de sa précieuse sœur, il serre fermement la poignée et manie habilement la faux pour dévier, bloquer et esquiver les attaques. Ryaka n'arrive pas à y croire et insiste sur le fait que tout cela est un mensonge. Elle a continué à tirer tout en tombant progressivement dans le désespoir à la seconde. Se demandant si elle a vraiment fait quelque chose de si mal, elle soutient qu'il y a des gens bien pires dans le monde et qu'elle a juste travaillé dur, toujours souffrant et sale. La femme a fait ce qu'elle pouvait pour réussir dans la vie, mais son succès était toujours dépassé par quelqu'un d'en bas. Même quand elle a changé de méthode et a joué sale, elle a ensuite été exploitée par ceux qui étaient au-dessus d'elle. Quelqu'un d'autre était loué, la laissant perdre ce pourquoi elle avait travaillé. Cela dit, son tour aurait dû arriver un jour, mais il n'est jamais venu. Remplie de rage, elle lâche à nouveau un déluge de balles, criant ses problèmes. Enma apparaît à côté d'elle en un éclair, la frappant au corps. Il dit que son tour est venu, mais ajoute qu'il s'est terminé il y a longtemps. L'acier brûlant a traversé son corps, et la ville chasseuse a éclaté en flammes. Son corps est dévoré par une tour de feu déchaînée, apportée par la colère contenue qui envahit l'être d'Enma. En fin de compte, ses péchés la transformeront en cendre comme les autres. Les flammes s'éteignent, laissant Ryaka une masse fumante et carbonisée sur le sol. Voyant qu'elle respire encore, les spectateurs se demandent si elle a survécu en bloquant la chaleur avec de l'eau. Même Vox est curieux, alors il a demandé à son contractant si elle s'était réellement défendue ou s'il l'avait laissée vivre. Possédant à la fois une expérience de vétéran et l'attribut de l'eau, elle n'est certainement pas assez faible pour mourir instantanément. Cela dit, cela ne fera que la faire souffrir davantage. Enma comprend la logique derrière cela, mais puisqu'elle semble en savoir pas mal, il décide d'interroger directement son corps. La femme parle, mais c'est trop calme pour qu'il l'entende. Elle se répète, criant maintenant à Dogji de venir répondre à son maître. Désespérée, elle ordonne à son assistante d'arrêter de se cacher et d'aider. Vox se plaint, se plaignant qu'elle souille son désespoir avec encore plus d'actions corrompues. Malgré leur trahison, la jeune fille répond à son appel et apparaît à ses côtés. C'est fou de penser qu'elle est encore si obéissante. Ryaka glousse, demandant qui l'a ramassée au bord de la rue quand tout le monde l'a abandonnée. Ajoutant, elle se demande qui lui a permis, à elle, une orpheline stupide, de gagner sa vie. Shiko répond aux deux par son nom, l'énonçant comme un fait. L'odieuse chasseuse dit qu'elle sera à nouveau toute seule si elle meurt face au démon. Le public et la loge détestent la femme qui agissait sans la moindre grâce. Emma intervient, disant qu'il s'est permis d'examiner également son profil. Elle était en effet une orpheline possédant la tribu sombre, mais il gardera son nom privé pour le moment. Le public a des réactions mitigées, certains voulant l'entendre, tandis que d'autres disent que cela devrait être un secret. Après un accident lors d'une conquête, elle s'est retrouvée avec des cicatrices sur tout le corps. La pauvre fille était coincée sous un énorme rocher lorsque des gobelins l'ont attaquée avec leurs épées tranchantes. Ce jour-là, elle s'en est à peine sortie avec sa vie, mais elle a couvert son corps et s'est retirée de la vue du public. Son nom est Shiko et apparemment elle était une streameuse populaire. Avec plus d'un demi-million de followers dans le passé. Il décide également de garder cela privé. Son cas est très similaire à celui de Yumi, où Ryuka s'est attaqué à une recrue en prétendant être son amie. C'est une explication trop commode. La femme allongée au sol veut savoir s'il a des preuves, mais sourit secrètement car elle a déjà tout détruit pour garder son serviteur sous contrôle.
Elle ne peut pas la défier et sera utilisée comme bouclier pour l'aider à s'échapper. C'est alors que Chico dit qu'elle savait. Décontractée, elle dit qu'elle savait tout, y compris le fait que ses blessures sont de la faute de Ryaka. Le chasseur dit que ce sont des bêtises, mais l'odorat de la victime est meilleur que celui de la plupart des gens. C'était léger, mais elle a définitivement senti son parfum quand l'accident s'est produit. Bien qu'elle soit cachée de sa vue, elle savait qu'elle complotait avec un homme dans son dos. La pauvre fille n'a pas parlé à la police, sachant que son témoignage ne serait pas considéré comme une preuve. De plus, on lui a dit qu'être seule était effrayant. Si elle avait été plus forte et si elle ne s'était pas enfuie avec des excuses futiles, alors personne ne serait mort. Si elle n'était pas si faible, YI serait encore en vie aujourd'hui. La voir pleurer a rendu Ryaka furieuse, qui lui dit d'arrêter de faire semblant d'être gentille car elle est tout aussi coupable. D'accord avec elle, Chico s'incline devant le démon des flammes, lui demandant de tout terminer une fois pour toutes. La chasseuse explose de colère, se demandant pourquoi elle l'entraînait avec elle et disant qu'elle ne peut pas faire semblant d'être humaine avec un visage aussi monstrueux que le sien. Soudain, ses aboiements s'arrêtent car une douleur brûlante lui traverse l'estomac. Amené par la pointe acérée, lui demandant si elle a besoin de plus de cicatrices, il traîne la lame sur son corps, ignorant ses appels à la pitié. Ryaka pleure et hurle, lui disant d'arrêter, mais il s'en fiche et dit que son tour est déjà terminé. Avec cela, il libère son pouvoir et la consume dans un brasier ardent. Vox a presque couiné de joie, savourant chaque goutte de désespoir qu'elle laissait échapper. La femme brûlait, le démon se nourrissait et le pyromane a mis fin au stream, disant qu'il verrait ses spectateurs la prochaine fois comme d'habitude. En ayant terminé avec tout ça, il passe à l'assistante qui tremblait sur le sol. Il se souvient de ces mots disant que même les mauvaises personnes ne devraient pas mourir si possible. Toujours inclinée, elle reconnaît que c'est sa faiblesse. On m'a dit qu'elle n'est pas faible. Elle est tellement surprise qu'elle lève la tête. Après avoir été blessée et avoir tout perdu, Chico a enduré l'humiliation de son agresseur. Malgré tout, elle a quand même essayé de sauver Yumi. Elle pleure en cherchant la mort car elle n'a plus personne pour qui vivre. C'est ce que Ryaka a dit, mais il y a encore des gens qui se soucient d'elle. Il s'agenouille pour croiser son regard. Quelqu'un comme lui n'est peut-être pas la meilleure personne, mais il veut qu'elle vive et soit heureuse dans sa vie. En entendant que c'est ce qu'il a toujours souhaité, la petite fille fond en larmes, peu habituée à une chaleur aussi douce. Il la laisse là, laissant sortir toutes ses émotions. Vox demande s'il projette si gentiment sa petite sœur sur elle, l'ignorant, et demande si elle se souviendra. Suivant la règle des lentilles de contact, toute personne qui les porte ne laissera pas d'impression même si elle montre son visage à la caméra. En d'autres termes, elle l'oubliera aussi, mais se demande si elle se souviendra du bonheur qu'il lui a souhaité. Le démon y pense un instant et finit par hausser les épaules, disant malicieusement qu'il ne sait pas exactement. Chico est une classe B dont la compétence lui donne les caractéristiques d'un chien, gagnant leur capacité physique. En effet secondaire, sa constitution devient canine, ce qui, selon les recherches, détermine et se souvient des choses par l'odeur, la hiérarchie, le territoire et même les liens. Il existe des liens bien plus forts que la mémoire visuelle, et cela semble être le cas cette fois-ci. Sans en parler à Anma, Vox a posé des questions sur les informations qu'il était censé obtenir de Ryaka. Alors qu'il parlait de la façon dont il l'avait tué dans le feu de l'action, de fortes alarmes ont soudainement retenti. Ils se sont tous les deux tournés pour voir des mégaphones, annonçant qu'un monstre s'est échappé d'une porte et appelant les gens à évacuer. En entendant cela, les civils se sont rapidement enfuis, fuyant pour sauver leur vie. Vox est exaspéré par le bruit et veut laisser ça aux chasseurs, mais Anma courait déjà pour répondre, disant que c'était aussi son choix. Dans ce quartier, il y a un restaurant qu'il aimait avec Yumi. Le frère sentimental se précipite, voulant au moins garder les souvenirs intacts. Le démon soupire à nouveau, incapable de comprendre les humains, peu importe ses efforts. Quoi qu'il en soit, cela aussi allait être intéressant, surtout avec un nouveau joueur à proximité. Dans un petit restaurant japonais, Anma demande à Yumi si elle va bien là-bas, ajoutant qu'ils peuvent manger dans un endroit plus agréable pour son anniversaire. Avec un sourire éclatant, une petite sœur dit qu'elle aime ça là-bas car la nourriture est bonne après tout. Malgré cela, il regrette de ne pas avoir été plus responsable et de ne pas avoir célébré son jour spécial. Les lumières se sont éteintes tout d'un coup, et le propriétaire s'est approché avec un grand gâteau aux fraises, souhaitant à la jeune fille un joyeux anniversaire. C'est assez modeste, mais le cadeau l'a fait couiner de joie. Anma s'excuse, disant qu'ils n'ont pas commandé le gâteau, mais on lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est offert par la maison. Après tout, son restaurant s'illumine à chaque fois qu'elle est là. Le vieil homme leur tapote la tête, leur souhaitant le meilleur comme s'ils étaient ses propres enfants. Remplis de cette atmosphère joyeuse, ils n'ont fait que confirmer que choisir ce magasin était le bon choix. Maintenant, Anma courait aussi vite qu'il le pouvait, désespéré de garder ce souvenir en sécurité. De tous les endroits, pourquoi une fuite devait-elle se produire là? Les monstres ne sortent normalement pas de l'intérieur des portes. Lorsque les messagers du ciel apparaissent et sonnent de leurs trompettes, toutes les portes s'ouvrent automatiquement. Jusque-là, il ne devrait y avoir aucun danger à l'extérieur de la porte, du moins le pensait-on. Un chasseur se tenait devant les paparazzis,
montrant fièrement un gobelin vivant qu'il avait piégé dans une cage. Si certaines conditions sont remplies, on peut déclencher une fuite, ce qui entraînerait une vague de monstres dans le monde réel. Ces connaissances ont été utilisées pour prévenir les accidents et faire avancer la recherche liée aux monstres. Cependant, il y a aussi de mauvaises personnes. À l'époque, le prisonnier Scapis s'était réfugié une fois dans une porte. Le principal coupable et ses hommes ont attaqué des monstres, se déchaînant pour les forcer à traverser la porte. Une équipe de police attendait à l'extérieur, s'attendant à ce qu'un groupe de criminels humains vienne se rendre, mais ils sont choqués en voyant des gobelins se précipiter dehors. C'est à ce moment-là que les gens utilisent les informations à des fins personnelles. Qu'elles soient accidentelles ou planifiées, on ne sait toujours pas. D'énormes frelons et des mantes religieuses sont apparus, semant le chaos dans la ville. Retirant son bras, Enma a frappé vers l'avant, libérant une explosion de flammes sur les monstres. Il arrive juste à temps avant qu'ils ne détruisent le restaurant précieux pour lui et sa sœur. Sur la porte était affiché un avis indiquant que le gérant était en congé temporaire. Alors qu'il pousse un soupir de soulagement, Vox le taquine moqueusement, mais il est ignoré par le contractant. Passant à autre chose, on lui dit que même s'il peut faire ce qu'il veut avec son pouvoir, cela attire trop l'attention. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter car ces flammes se fondront parfaitement dans la tour de feu de la ville. Les civils pointent du doigt et sourient, disant que l'utilisateur de l'attribut de feu était là. Une voix vive et énergique a remercié tout le monde d'avoir attendu et a dit qu'ils étaient en sécurité maintenant. Shinji était arrivé, il n'y avait donc plus lieu de s'inquiéter. Bien que jeune et encore au lycée, il était chasseur d'attributs de feu de rang A. Les gens applaudissent en reconnaissant le membre des 6 lames circulaires. Les monstres tentent de se battre, mais le jeune homme inspire avec concentration, accumulant une chaleur passionnée à l'intérieur de son corps. Il est vêtu d'une aura brillante et presque dorée, qui dévore l'air qui l'entoure. En les voyant s'approcher, il utilise sa capacité de niveau intermédiaire, Fistini, pour donner un coup de poing profond dans le corps de l'ennemi. Avec des mouvements rapides et fluides, il frappe tous les monstres présents. Malgré les coups tapas à accent grave-l'œil, les cibles sont restées indemnes, apparemment indemnes. Certains civils se demandent si cela n'a pas fonctionné, mais ceux qui en savent mieux leur disent de regarder. La véritable valeur de la compétence du garçon réside dans le suivi. Une mante, voyant qu'elle allait toujours bien, a attaqué le chasseur qui ne s'est même pas tourné pour lui faire face. Au lieu de cela, Shinji a serré le poing, ordonnant à son pouvoir d'éclater. Comme l'a dit l'homme, les cibles touchées plutôt explosent lorsque le feu planté par son poing s'embrase. Les laissant engloutis par les flammes, le chasseur s'est rendu sur le site suivant, déterminé à protéger la ville à tout prix. C'est fort, c'est sûr, mais de telles flammes brillantes ne sont pas du style de Voxy. Enma est d'accord et décide de lui laisser les monstres car se croiser serait compliqué. Soudain, ils entendent un cri perçant. Au milieu de la rue, une jeune femme était la proie d'un énorme monstre 1000 pattes. Elle a crié, implorant de l'aide. Le démon dit à son contractant de la laisser, mais il court déjà pour lui sauver la vie. Il était sur le point de lancer une énorme frappe quand l'insecte surdimensionné a levé son corps pour attaquer. Alors qu'il envoyait une explosion de feu à travers son corps, un autre jet de flamme a frappé l'ennemi. Surpris, il reste immobile au sol pour l'instant. Comme Vox l'a mentionné, même s'il ne l'avait pas fait, Shinji serait venu lui sauver la vie. En voyant son visage et ses pouvoirs, il réalise que le jeune homme est la personne même qu'il veut éviter. Alors que le monstre 1000 pattes se transformait en cendres, la fille s'enfuyait et les deux utilisateurs de feu s'affrontaient. Shinji, des 6 lames annulaires, était un pur chasseur, au sommet des capacités de feu comme lui. Considérant à quel point Enma était amoché et épuisé par la bataille avec Reika, il sait qu'il ne peut pas l'affronter maintenant. Le jeune homme plisse les yeux en regardant son visage, et le démon de la flamme réalise qu'il ne doit pas le reconnaître à cause de ses pouvoirs de déguisement. Il fait semblant d'être un civil et parle comme un fan, mais Shinju demande soudainement s'il est le justicier qu'ils recherchent tous. Emma se fige, ne comprenant pas comment il le sait. Ce n'est pas Ruka, qui a la capacité de divination. Mais compte tenu des propriétés de l'éveillé, le chasseur est sûr que ces flammes sont celles des démons de la flamme. Sentant le danger, il recule immédiatement, ne s'attendant pas à ce qu'une telle chose soit même possible. Se tenant sur ses gardes, il dit qu'il ne se laissera pas faire sans même un vrai combat. Le chasseur pèse ensuite ses mains, lui demandant d'attendre et disant qu'il a tout faux. Un combat est quelque chose qu'ils veulent tous les deux éviter, alors il lui a joyeusement demandé de parler dans un terrain de jeu voisin. Bien que confus, Emma prend cette suggestion avec humour et se retrouve avec une boisson froide à la main, remercié pour avoir combattu pour la ville. Shinji s'assoit à côté de lui en disant qu'il est encore étudiant, donc il ne peut pas lui acheter quelque chose de trop grand pour le moment. Étonnamment, les deux finissent par parler calmement bien qu'ils soient censés être dans des camps opposés. Le justicier demande si c'est bien qu'une telle figure parle à un criminel. Il serait certainement réprimandé si Gera le découvrait, alors il décide de garder cela secret. Le chasseur partage ensuite que la fuite était un accident lors d'une conquête sans intention criminelle. Tous les monstres ont été éliminés. Souligne un soupir de soulagement en entendant cela, ce qui ne fait que confirmer les pensées de Shinji qu'il n'est pas une mauvaise personne après tout. Cela dit, ce n'est pas aussi simple et noir et blanc. Se relevant soudainement avec passion,
il dit qu'il a entendu parler de la raison pour laquelle l'homme se bat et la considère comme compréhensible. Toutes ces cibles ont été des criminels, dont certains avaient des crimes que la guilde a négligés, ce qui était le cas avec Rieka. À cause de ces actions, de plus en plus de crimes sont découverts les uns après les autres. Il rit, ajoutant que même le gars du centre d'information était choqué. Bien que le meurtre soit définitivement mauvais, il ne peut toujours pas qualifier le justicier de mauvaise personne. En fait, parler ainsi donnait l'impression qu'ils pourraient même être amis. L'étudiant, Emma décide d'accepter ses aimables sentiments. Le clair de lune brillait sur eux, et les deux ont passé un peu de temps à partager leur boisson et à parler. C'était agréable, et après avoir traversé tant de choses, il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait parlé aussi naturellement comme ça. Juste à ce moment-là, Shinji s'est adressé à lui sérieusement et lui a sincèrement demandé s'il pouvait arrêter sa quête de vengeance. Voyant la confusion du démon de la flamme, il dit que la guilde poursuit également les criminels de toutes ses forces, il n'a donc pas besoin de se salir les mains. Il ne posera pas de questions sur sa relation avec Yumi, mais sur qu'elle ne voudrait pas qu'il ait les mains sales. À ce rythme, il sera en danger lui aussi, et se trompe en appelant le garçon une bonne personne, mais c'est précisément pour cela que c'est dommage. Shinji fronce les sourcils, ne sachant pas ce qu'il veut dire par là. Malheureusement, ils ne peuvent pas poursuivre leur conversation car le chasseur reçoit une convocation d'urgence et est obligé de courir pour répondre à l'appel. On lui dit qu'ils peuvent se reparler un jour, l'incendiaire regarde son téléphone, disant que ce pourrait être plus tôt qu'il ne le pense. L'Arrancar retourne au milieu de la ville et est surpris de voir des civils se révolter dans les rues. Il se précipite vers eux, demandant ce qui se passe. Une femme lui montre son téléphone et demande de l'aide. Elle insiste sur le fait que la fuite plus tôt a été causée par le démon de la flamme, mais ses sources sont des personnes aléatoires sur Internet. Paniqués par le chaos, ils disent qu'il doit encore être à proximité et exhortent le chasseur à l'attraper. Certains des mœurs du supposé démon, il demande à tout le monde de se calmer. Tout le monde devient impassible juste au moment où il dit qu'il pourrait se tromper. Leurs expressions le font se figer, et cela empire quand il se demande si lui, un fonctionnaire, défendait un criminel. Maintenant poussé et mis sous pression, la situation s'aggrave lorsque ceux en ligne rejoignent cette idée. Devenant pâle, le garçon commence à paniquer, ne sachant pas quoi faire lorsqu'une silhouette familière entre soudainement dans la rue. Emma est apparu avec un sourire et sa salutation habituelle, attirant l'attention de tout le monde. Il a clairement indiqué qui il était, alors les gens ont exigé qu'il soit éliminé. Alors que Shinji remettait en question ses intentions, les gens ont ensuite dirigé leur colère vers lui, accusant l'homme d'avoir causé la fuite. Il y réfléchit un moment et dit qu'il ne le croirait pas. Même s'il niait les allégations, confirmant qu'il ne le ferait pas, l'incendiaire dit qu'ils sont bien trop stupides, prenant même un visage humble. Les commentaires font rage, disant qu'il ne ressent même pas une once de remords. Pendant ce temps, Shinji réalise qu'il le protège et assume la responsabilité à sa place. Emma n'a pas besoin d'honneur et se fiche que ce soit une fausse accusation. Il veut juste que la puissance de ses flammes devienne plus forte avec leur haine. Alimenté par leurs émotions haineuses, il envoie une vague de flammes sur les civils en colère qui sont forcés de courir pour sauver leur vie. Le chasseur se défend en utilisant la magie de base pour ériger une barrière de feu. Bien qu'ils s'entendaient bien plus tôt, les deux vivent dans des mondes différents. Les commentaires font rage. Shinji, tout en ne voulant que la paix, comprend qu'ils ont tous les deux quelque chose à protéger. Cela dit, il enflamme son poing, prêt pour le combat, tandis qu'Emma invoque son côté sombre et flamboyant. En fin de compte, c'est ainsi que les choses devraient se passer entre eux. Se tenir l'un contre l'autre et se battre pour des choses différentes est exactement la façon dont leur position devrait être. Amis. Malheureusement, le destin les oblige à s'affronter de part et d'autre. Les deux brûlent avec passion, mais avec des raisons différentes qui alimentent leur flamme. Les civils appellent le chasseur, lui disant d'arrêter le criminel qui a causé la fuite. Avec eux là-bas en train de parler paisiblement, ce n'était plus une option. Comme ENN l'a dit plus tôt, ce n'était pas quelqu'un qu'ils pouvaient simplement arrêter. Brûlant différentes teintes de rouge, les deux attributs de feu n'ont pas d'autre choix que de s'affronter au combat. Shinji Soto, voyant enfin le démon comme son ennemi et serre le poing pour donner un coup de poing. Ils s'affrontent. Des étincelles et des braises volent au début, mais l'échange se transforme rapidement en une explosion totale. Les gens normaux courent, frappés par la chaleur émanant de leurs attaques. Les flammes du jeune chasseur sont directes et intenses, quelque chose que tout le monde admirerait pour sa beauté. Emma se balance et le renvoie avec son propre feu, et on se demanderait pourquoi quelqu'un avec de telles flammes se laisserait consumer par la rage. Au contraire, le démon a obtenu son art dans les flammes dans le seul but de se venger. Quelques spectateurs bien versés notent que Shinji doit être à la recherche d'une suite. Après qu'un coup de poing atterrisse, un temps où une commande définie active une rafale secondaire, mais cela a une faiblesse. Avec l'explosion plantée sur le côté, le chasseur déclenche la combustion, mais en lance son arme sur l'adversaire. C'est trop près de l'utilisateur de la capacité, et il risque d'être soufflé par sa propre capacité. Les 6 lames annulaires sont une menace sérieuse, mais il les a toutes étudiées à l'avance. Les choses tournent rapidement mal pour Shinji qui ne peut pas esquiver car l'arme frappera les civils. Cependant, s'il annule sa compétence,
le démon profitera de cette ouverture pour contre-attaquer. Refusant d'être achevé avec une telle astuce, il dévie la faux dans le ciel où le feu contenu explose comme un énorme feu d'artifice. Emma regardait toujours vers le haut, surprise par la réaction rapide lorsque le chasseur a instantanément comblé l'écart entre eux. Retirant son poing flamboyant, il est sûr que l'homme ne peut pas bloquer en ce moment. La cible parvient à esquiver, mais le coup attrape et brûle son manteau. Malheureusement, même cela suffit pour planter la combustion. Il a pris feu sur l'ordre du chasseur. Les gens ont applaudi en voyant cela, bien que la puissance ait chuté car ce n'était pas un coup direct. Amé récupère rapidement, mais les dégâts s'accumulaient avec ceux du combat de Ryaka. Il a contré en libérant ses propres flammes, mais il atteignait peu à peu sa limite, et son adversaire le savait. Combattre un utilisateur de l'eau est maintenant un attribut de feu probablement à son niveau dans un environnement complètement hostile. Avec tout ça, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Il lui donne une dernière chance de se rendre, connaissant déjà l'issue, et malasse, et dit qu'il est beaucoup trop faible, s'écrasant complètement l'un l'autre. C'était la seule voie qu'il pouvait emprunter. Shinji accepte ses sentiments et se précipite en un instant. Voulant en finir avec ça, il charge son poing avec sa flamme et le plante directement dans le ventre de son adversaire. Les braises et les étincelles volent tandis que le démon est envoyé valser loin par la force du coup. Les spectateurs applaudissent, sûrs qu'il y a eu contact direct cette fois. Il active le suivi, mais Emma sourit malgré la tache rougeoyante sur sa poitrine sur le point d'exploser. Shinji ne sait pas quoi, mais se rend compte que quelque chose ne va pas. L'explosion se produit, faisant rage plus fort car elle était censée être une attaque finale. La tour flamboyante s'est dressée vers le ciel, illuminant la ville sombre de sa lumière brillante et dorée. La caméra qui retransmet le combat est coupée, et les milliers de spectateurs à l'aide de surprise, croyant que le chasseur a éliminé le démon pour de bon. Cependant, Shinji était trop malin pour se laisser duper. Au sol se trouvait le Ken remis à Emma en signe de leur amitié, fumant sous l'effet de la chaleur. Pendant ce temps, le démon de flamme regardait son téléphone et les commentaires supposant sa mort. Titubant dans la ruelle, il ne peut s'empêcher de reconnaître les points puissants du garçon, même sans leur flamme. Heureusement, son plan a fonctionné. Il a attiré l'attaque de Shinji dans son estomac et a absorbé la charge avec le Ken qu'il cachait dans son manteau. Après l'avoir jeté avant que le suivi n'arrive, il a réussi à éviter des blessures graves, mais n'a pas pu s'en sortir complètement indemne. Vox ricane, disant qu'il aurait obtenu une plus grande réaction s'il avait tué le jeune chasseur. Cela dit, Shinji se retenait probablement, ne voulant pas brûler la ville avec ses compétences avancées. Il devrait être reconnaissant d'avoir même pu s'échapper. De plus, quelqu'un d'aussi simple que ce garçon ne devrait pas être sacrifié pour sa vengeance. Le démon claque sa langue de déception et le trouve ennuyeux. Laissé seul, Shinji pense à Emma et à tout le potentiel qu'il y avait dans ses flammes. C'était un feu étrange et rejetant, un feu qui pourrait le réduire en cendres la prochaine fois qu'ils se rencontrent. Il ne peut accepter une telle issue. Juste à ce moment-là, quelqu'un est apparu et l'a appelé. C'était Futa, disant qu'il était arrivé en retard car il était coincé à la maison d'édition. Il a entendu dire qu'en plus des monstres, le démon flingue est également apparu. Avec une expression étrange, il demande au garçon de lui en dire plus à ce sujet. En lui racontant l'histoire, Shinji s'excuse d'avoir hésité et de l'avoir laissé s'échapper. Mais maintenant, après avoir échangé des coups de poing et parlé, il comprend que l'homme n'est pas une mauvaise personne. Plaçant sa main sur l'épaule du garçon, Futa dit qu'il voit les choses de manière directe. Si quelqu'un comme lui le ressent de cette façon, peut-être qu'ils se sont trompés depuis le début. Cela dit, il suggère que la fédération commence à protéger les criminels à la place. Alors que le garçon le regardait avec confusion, la poigne du chasseur sur son épaule s'est resserrée. Son bras s'est transformé, et il a annoncé qu'Emma sera persécuté pour le meurtre de Shinji. Avec sa garde complètement baissée, l'utilisateur du feu est touché et s'écrase contre le mur. Futi dit que l'ennemi doit conserver son image de méchant, c'est pourquoi il a libéré les monstres, son visage et son corps se métamorphosent. Avec 0 victime, il est difficile de faire passer sa cible pour une mauvaise personne. Kuro défait son déguisement et se révèle, agacé par le gamin qui fait semblant d'être juste. Voyant que le corps de la rancor a été écrasé, il part dans l'espoir de rattraper Emma et de l'éliminer également. Juste à ce moment-là, le corps de Shinji a éclaté en flammes alors qu'il libérait son pouvoir et lançait une contre-attaque. Le coup de poing est bloqué, mais était assez fort pour repousser l'ennemi. Le jeune homme le maudit, le reconnaissant comme le cerveau derrière la mort ignoble de Yumi. Il attaque à nouveau, demandant ce qu'il a fait à Futa. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que Kuro n'a pas volé cette identité. Depuis le tout début, l'auteur et intellectuel des 6 lames, c'était lui depuis le début. Les deux s'affrontent, et l'homme maléfique sourit en voyant la réaction naïve mais fougueuse du garçon. Il a donné des leçons aux autres avec tant de passion, mais abritait apparemment lui-même un criminel. Maintenant, il ne peut même plus montrer son visage au démon de flamme, mais Kuro dit qu'il n'aura pas à s'en soucier puisqu'ils ne se reverront plus. Refusant de laisser cela arriver, Shinji entre en éruption avec puissance et surcharge son poing avec ses flammes. Quelques coups atterrissent sur le corps de l'ennemi, puis quelques autres sur le visage, mais ils sont si faibles qu'ils bronchent à peine de la force. Reculant,
il saute de nouveau pour même ajouter un coup de pied à l'arrière de la tête. Il a gagné un peu de distance et pouvait dire par la résistance que l'homme était fort, mais il devrait quand même tomber à cette méthode d'empilement des charges, en les faisant détonner seulement après une combinaison. Les 9 coups explosent, et le corps de Kuro est soulevé par les flammes flamboyantes de son pouvoir. Regardant son ennemi hurler et brûler, Shinji chancelle d'épuisement. C'était censé être fini, mais une voix parle avec assurance. Debout au milieu de la chaleur torride, Kuro révèle que le feu ne fonctionne pas sur lui. De loin, Enma voit une énorme explosion de flammes au milieu de la ville. Il reconnaît le pouvoir de son futur ami. Soudain, Vox ressent quelque chose et lui dit de se préparer. Avant qu'il ne puisse demander, la réponse est venue comme un déluge de désespoir, de dépit et de haine qui s'est écrasé dans son corps. La colère débordait, alors il a regardé son téléphone et a vu des publications attribuant la mort de Shinji à lui. Il ne peut pas croire que quelqu'un d'aussi fort serait vaincu si facilement. Une publication lui retourne l'estomac car elle montre une image explicitement horrible du corps mort du garçon. Le cœur d'Enma se serre car l'image était étrangement similaire à l'apparence de Yumi dans ses derniers instants. Avec ça, il reconnaît le tueur. Une publication montre le cadavre affreux de Shinji disant qu'il a été retrouvé mort d'un arrêt cardiaque. Il y a 8 minutes, une bande de voyous armés a forcé des civils dans une ruelle. Devant eux se trouvait Kuro, qui se tenait au-dessus du corps mort du lycéen. Il se tourne pour faire face aux gens, qui le reconnaissent alors comme le même homme de l'incident Yumi. Pour aggraver les choses, il voit le corps de Shinji immobile sur le sol. Son visage était battu et en lambeaux, évidemment, à cause d'un combat. Le criminel dit que leur travail est simple, ils doivent juste répandre le mot que le démon de flamme a tué le garçon. Une femme hurle de rejet et essaie de courir alors qu'elle se demande pourquoi elle devait le faire. Cependant, elle ne va pas loin car Kuro lui bloque soudainement et instantanément le chemin. Alors que son visage était pâle de peur, le sien était sombre et dépourvu de pitié. Plaçant sa main sur sa tête, il utilise sa métamorphose. Elle bouillonne et hurle à son contact, et assez tôt, tombe au sol comme une masse gluante de chair. Son attribut et sa compétence rare lui permettent de transformer librement son corps. Ayant donné un exemple, il dit aux autres de ne pas faire de bruit ou de remettre en question leurs ordres. Il regarde la femme, maintenant un mélange mal assorti de viande et d'organes. Kuro exige une obéissance absolue, et sans un autre mot, ils se précipitent tous vers le corps de Shinji pour prendre des photos. Leurs doigts bougent rapidement, créant des publications pour accuser et piéger le démon de flamme pour le meurtre. Les regardant bouger comme une ferme de trolls, une étudiante frissonne, incapable de le faire aussi facilement qu'eux. Un homme serre son bras, la suppliant de le faire car ils doivent d'abord se protéger sans trop de choix. Tous les civils font ce qu'on leur dit. La femme qui s'est transformée en bouillie a été remise en état et prenait maintenant des photos. Pendant ce temps, les voyous regardaient avec émerveillement le fonctionnement du pouvoir de leur patron. Un homme les encourage tous à tenir bon jusqu'à l'arrivée des secours. Il n'est pas sûr que cela arrivera, mais le chasseur le plus fort, Jira, devrait répondre tôt ou tard. Malheureusement, le meilleur classé est en train de conquérir une porte et ne reviendra pas avant plusieurs jours. Pendant que les deux parlent, l'homme est soudainement frappé durement avec une batte par derrière. Il se demande pourquoi il a été frappé. Alors qu'il faisait tout ce qui était demandé, le voyou se moque d'eux en disant qu'il n'a pas besoin d'une raison pour faire ce qu'il veut. La fille fronce les sourcils et serre le poing, apparemment prête pour un combat, mais remarque quelque chose de l'autre côté de la ruelle. Insulté par ses actions, le voyou attaque et ne remarque pas la boule de feu derrière lui. Elle frappe le sol avec une petite explosion, mais embrase les autres criminels. Réalisant le danger de la situation, il s'enfuit et abandonne ses compagnons sans hésitation. Le feu s'éteint alors que les hommes brûlés tombent, inertes. Sur ces entrefaites, Enma émerge et se révèle être leur sauveur. Malgré cela, l'opinion publique est toujours contre lui, et les civils blâment le démon pour leur situation. Ignorant leurs cris, il s'avança et demanda avec une expression froide où était allé Kuro. Leur bravoure et leur colère se transformèrent en peur, alors ils pointèrent une direction et dirent que sa cible était partie par là. Se tournant vers Shinji, il leur demande calmement de s'occuper du corps du garçon. Alors qu'ils se rassemblent autour de la victime tombée, Enma court à la poursuite du meurtrier de sa sœur. Vox lui dit d'attendre et d'écouter, mais il n'avait aucune intention de le faire. Shinji est l'un des chasseurs les plus forts du pays, et le seul qui a pu le vaincre et laisser de telles marques était Kuro. Cela dit, il devrait comprendre qu'il court après un homme qui a facilement tué le garçon auquel il a à peine échappé. Enma serra les dents, sachant même qu'il ne pouvait pas tourner le dos à la seule cible de sa vengeance. Vox ne peut s'empêcher d'arrêter de le suivre, stupéfait par le contractant fou. Pendant ce temps, le criminel marche avec frustration, notant que Shinji a résisté plus qu'il ne s'y attendait, ce qui lui a fait perdre la trace de l'incendiaire. Malgré ce qui s'est passé, il a l'air de ne pas s'en soucier. D'un autre côté, Enma traversait à toute vitesse les ruelles et les rues, cherchant désespérément cet homme. Il atteint un coin, celui vers lequel Kuro se dirigeait. Enma voit instantanément Kuro au moment où ils se croisent. Enma se souvient que l'un des hommes kidnappés lui avait dit où était Kuro. Comme Kuro pense qu'il a déjà quitté les rues et ne se souvient pas de son apparence, Enma croit avoir l'élément de surprise. Malgré cela,
c'est Kuro qui frappe le premier en frappant Enma au visage. Bien qu'il voit un parfait inconnu, Kuro est juste assez énervé pour frapper n'importe qui et se fiche de finir mort. Il est pris par surprise car non seulement l'homme bloque son coup de poing, mais il met aussi sa main en flamme. Enma resserre son emprise sur lui et active son pouvoir, ce qui met le corps de l'ennemi en flamme. Il continue à mettre plus de puissance dans les flammes qui engloutissent encore plus Kuro. Vox félicite Enma pour son attaque rapide. Cependant, Kuro saisit simplement la tête d'Enma et l'épingle au sol. Le méchant lui dit que le feu ne marche pas sur lui. Il ramasse Enma et le soulève du sol, puis il le jette, le faisant s'écraser contre un mur. Enma se relève, surpris que ses attaques ne fonctionnent pas sur lui, même sans détecter la moindre compétence d'attribut d'eau en lui. Kuro reste englouti dans les flammes, mais reste debout comme si de rien n'était. Vox avertit son partenaire de ne pas prendre le type à la légère malgré son apparence de tête de mule. Kuro explique qu'aucune flamme ne peut l'atteindre, peu importe sa chaleur, car il recouvre son corps de calcium poreux. En regardant de près, sa peau est recouverte d'une substance cireuse qui se fissure maintenant. Kuro précise qu'il s'agit du même matériau que celui utilisé dans les tuiles résistantes à la chaleur des navettes spatiales. Il demande à Enma qui il était, de quelle organisation il vient. Enma ne répond pas. Hero se souvient du quartier général de l'information selon laquelle personne ne se souvient de l'apparence du démon des flammes. Il en déduit que l'homme en face de lui est le démon des flammes. Enma se lève pour être prêt pour le prochain round. Vox demande pourquoi il continuera si le feu ne fonctionne pas sur lui et l'accuse d'être un idiot. Enma répond que tout ce qu'il a à faire est de le poignarder avec une lame pour qu'il le brûle de l'intérieur. Pour ce faire, il invoque Lévi à Blaze, sa faux emblématique. Kuro reconnaît l'arme comme quelque chose que Yumi utilisait aussi et dit que tous les perdants font les mêmes choses. Cela met Enma en colère, qui charge sur lui. Peu importe le nombre de fois où il se balance, Kuro se contente d'éviter sans effort. Cela arrive au point que Kuro se retrouve acculé contre un distributeur automatique. Enma voit sa chance, mais il ne coupe que le distributeur automatique en deux. Il lève les yeux pour voir que Kuro est déjà au-dessus, marchant sur le mur vertical du bâtiment en utilisant ses jambes améliorées. L'ennemi se rend ensuite lourd et saute vers Enma avec sa botte en premier. Enma y voit sa chance et matérialise 3 mousquets flottants pour lui tirer dessus en descendant. Enma hurle qu'il va le transformer en cendre. Enma se souvient qu'il a acquis la compétence des 3 mousquets de Ryuka et s'attend à pouvoir tirer des balles de flamme avec une excellente puissance de pénétration. Il est cependant choqué de constater qu'il ne peut tirer aucune balle. Vox lui dit qu'il ne peut pas exécuter le mouvement car son corps est déjà à sa limite. Pendant ce temps, Kuro tombe sur sa place, pulvérisant le sol en dessous. Il voit cependant qu'Enma a évité l'attaque. Malgré cela, il peut dire d'après son regard épuisé qu'il ne peut plus faire de puissantes flammes. Kuro s'approche de lui lentement tout en se moquant de lui pour sa faiblesse. Il l'attrape par le cou et le soulève du sol. Enma lui dit qu'il ne se laissera pas tuer par lui. Kuro répond qu'il n'a pas l'intention de le laisser s'en tirer aussi facilement. Il explique qu'il veut qu'il fasse l'expérience du monde entier comme son ennemi. Partout, les gens regardent leurs téléphones et leurs ordinateurs et jugent le démon des flammes comme une personne terrible. Hero lui rappelle qu'il n'a plus un seul allié maintenant. Il imagine le démon des flammes luttant sans abri dans une ruelle et mourant seul pendant que des rats viennent pour son corps. Il prophétise que c'est la solitude qui le tuera. Kuro lui dit que la seule façon d'échapper à ce destin est d'abandonner sa vengeance. Enma répond qu'il le regrettera de l'avoir laissé vivre car il le poursuivra aussi longtemps qu'il pourra bouger. Kuro voit à quel point ses yeux sont résolus et menace de l'aveugler avec ses doigts puissants. Soudain, Kuro sent un danger venir. Dagu saute sur le toit des bâtiments sous sa forme hybride de loup, se précipitant pour les rejoindre. Il atteint leur emplacement et hurle avec tellement de bruit que Kuro se couvre les oreilles. Cela l'amène à laisser tomber Enma. Dagu saute alors vers Kuro et le frappe. La force de cela envoie le grand homme s'écraser contre un mur et de l'autre côté. Dagu dit à Enma qu'elle a senti son odeur et qu'elle est venue après lui. Elle se souvient qu'il lui a dit qu'il voulait qu'elle soit heureuse. Elle hurle qu'il est le seul à lui avoir dit une chose pareille, et donc elle ne le laissera pas mourir. Elle nomme sa technique de combat le syndrome de la bête. Enma s'émerveille de voir de près la capacité de Dogi pour la première fois. Vox examine que sa capacité et les pouvoirs d'un prédateur canin et que ses attributs physiques sont grandement améliorés tant que son énergie magique dure. Le démon se souvient que dans les temps anciens, les humains appelaient cela la possession divine, tandis que certains appelaient ceux qui avaient ce pouvoir des loups-garous. Enma se demande de quoi il parle alors que l'éveil n'est apparu qu'il y a des années. Vox a un regard connu pendant qu'il le regarde et semble sarcastique alors que le démon lui dit qu'ils ont peut-être surgi dans l'histoire de l'humanité de temps en temps. Enma est agacé qu'il évite toujours de répondre à ses questions et voit qu'il en sait plus qu'il ne le laisse entendre. La Dogi inquiète s'approche d'Enma. L'homme la remercie de l'avoir sauvée, ce qui rend la jeune fille heureuse. Sa queue remue même comme un chiot heureux. Leur moment est interrompu car ils sont presque touchés par une pierre lancée sur eux. Kuro sort du mur, reconnaissant Daji comme le serviteur de Rieka. Il se moque de la fille pour être déjà fidèle à un nouveau maître quelques heures après la mort de son dernier. Daji hurle à nouveau son hurlement fort. Cette fois, Kuro est prêt pour lui et protège son bouclier avec un matériau rocheux dur et cireux grâce à son pouvoir. L'inconvénient est qu'il ne peut pas entendre ce que les deux discutent devant lui. Soudain, Dagu porte Enma et saute sur le toit des bâtiments.
Kuro se rend compte qu'ils ont eu une réunion de stratégie quand il ne pouvait pas les entendre. Il améliore ses jambes avec son pouvoir, puis saute au-dessus des bâtiments. Pendant ce temps, Dokji saute toujours d'un bâtiment à l'autre. Elle se sent gênée qu'Anma puisse dire qu'elle sent le chien. Anma veut dire qu'il ne sent pas mauvais, mais ne sent rien quand la fille bouge. Vox plaisante en disant qu'il devrait lui dire même s'il sait que Shiko ne peut pas le voir. Les oreilles de chien de Shiko sentent que quelqu'un arrive. Elle s'éloigne à la dernière seconde avant qu'une explosion ne détruise un bâtiment près d'elle. En regardant de près, Kuro et l'explosion qui a simplement marché sur le mur du bâtiment, et il se déplace rapidement pour les rattraper. Shiko promet de ne jamais le laisser s'approcher d'eux et se déplace plus vite. La fille se fatigue et il tombe sur une autoroute. Elle reprend sa forme humaine normale maintenant qu'elle n'a plus de magie. Kuro est déjà au-dessus d'eux, et il plonge pour les piétiner. Il atterrit, mais étonnamment, Anma est loin de lui et est sûr qu'il a mis Kuro juste là où il le voulait. Le méchant ne peut pas croire qu'il est raté. Il s'avère qu'Anma a simplement créé un mirage de chaleur qui a causé une illusion temporaire de lui-même là où Kuro a atterri. En plus de cela, il a également fait fondre l'asphalte sous les pieds du méchant, le coinçant. Anma explique que l'asphalte a été épaissi pour se préparer aux catastrophes de la porte. Kuro est à la fois coincé et s'enfonce tandis que l'asphalte devient de plus en plus chaud. Juste au moment où Kuro demande ce qu'il prévoit, la route s'effondre soudainement autour de lui, le faisant tomber. Alors qu'il tombe, il crie au démon des flammes. Kuro a créé une barrière de coquilles dures qui l'a protégé de la chute. Être forcé de l'utiliser fait ressentir de la honte au méchant. Il brise sa coquille et déchaîne sa colère sur le démon des flammes. Tout ce à quoi il peut penser est de l'attraper, lui et ses nouveaux serviteurs, afin de pouvoir les tourmenter. Il réalise ensuite que le visage du démon des flammes disparaît déjà de son esprit. Malgré cela, sa résolution de l'attraper n'est pas dissipée. Il se souvient de la façon dont Shiko l'a approché comme si elle se souvenait du démon des flammes et se demande comment elle a fait. Sa pensée est distraite lorsqu'il réalise qu'il sent mauvais l'huile. Cela l'amène à réaliser que Shiko a dû utiliser son odorat pour se souvenir du démon des flammes. En revoyant qu'un odorat de chien est 1 million de fois plus fort que celui d'un humain, il sait que ça doit être ça. Il utilise son pouvoir pour changer sa tête en celle d'un canidé. Il inspire fortement avec son nez tout en se rappelant toutes les fois où il s'est approché du démon des flammes dans leur combat. Finalement, il est venu mémoriser son parfum. Il proclame qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse l'oublier maintenant. Il sourit, pensant que son ennemi est devenu trop arrogant. Pendant ce temps, il remarque que des spectateurs le filment avec leur téléphone portable. Kuro s'approche d'eux avec un plan pour les tuer comme cadeau pour le démon des flammes. Il se prépare en rendant son bras droit musclé. Il remarque alors que les spectateurs regardent vers le haut. Une flèche de lumière tombe soudainement du ciel. Kuro lève les yeux et voit que le ciel pleut des flèches de lumière qui tombent vers lui. Il ne s'inquiète pas car il fabrique une bande de boucliers de roche avec son pouvoir. La flèche tombe sur lui, mais c'est comme s'il portait un parapluie contre la pluie. Kuro sait que Jiro est sur le toit d'un bâtiment éloigné. Anya est avec Jiro sur le toit en utilisant un télescope pour surveiller Kuro. Elle dit à Jiro qu'il a juste besoin de continuer à frapper le criminel à l'endroit qu'elle lui a indiqué. 2 de leurs subordonnés leur ont demandé d'arrêter car Jiro n'est pas censé se montrer en public pour le moment. Anya soutient que s'ils n'avaient pas arrêté Kuro, les spectateurs seraient morts maintenant. Jira leur dit que protéger les civils est plus important que son secret. Il matérialise un arc et une flèche fait de lumière et les pointe haut. Il tire, et cela atteint le cercle magique dans le ciel. Cela amène le cercle à faire tomber plus de flèches sur Kuro à une plus grande vitesse. Kuro rit de sa situation difficile. Il admet que la seule raison pour laquelle il n'a pas encore pris le monde est à cause de Jira. Son visage se remplit de veines rien qu'en pensant à lui. Cependant, il réalise que s'il l'attaque maintenant, cela signifie que même un chasseur aussi puissant que Jira s'est retiré de sa mission de porte. Il se demande ce que cela signifie et attend avec impatience l'explication. Soudain, Kuro frappe le sol, créant un tremblement qui fait fuir les spectateurs. Des racines et des branches géantes sortent du sol pour protéger les spectateurs de Kuro. Il regarde derrière eux et voit que Futa est responsable. Il dit aux spectateurs qu'il est heureux d'être arrivé à temps. À l'intérieur de la surface de Futa se trouve Kuro, qui contrôle les plantes avec son pouvoir de manipuler les corps vivants. Il se vante à lui-même que sa compétence n'a aucune faiblesse. À l'insu de Kuro, un drone robot près de lui l'enregistre en vidéo. Pendant ce temps, Jura ordonne à ses hommes de dépêcher des chasseurs sur les lieux. L'utilisateur de la lumière déclare qu'il ne laissera pas Kuro et le démon des flammes s'échapper. 9 jours plus tard, Dai porte des collations en entrant dans un bâtiment abandonné. Elle entre dans l'un de ses appartements s'attendant à trouver Anma. Elle est surprise de voir que personne n'est dans la chambre. Ailleurs dans un donjon de porte, 2 frères ont une femme effrayée coincée. Les frères sont heureux de pouvoir faire ça pendant que la guilde est obsédée par la recherche du démon des flammes et de Kuro. Ils sont cependant choqués de voir qu'un hurleur apparaît derrière la femme pour diffuser en direct leur activité. Les spectateurs reconnaissent l'homme comme étant le démon des flammes. Anma dit aux 2 frères qu'il a besoin de les tuer pour sa réhabilitation. Les frères n'ont pas peur de lui et se moquent même de lui pour avoir fui Kuro. L'un des frères se précipite vers lui avec une attaque d'éléments vent. Anma est frustré que des gens mauvais continuent de répondre, peu importe combien de fois il s'occupe d'eux. Il se précipite vers les frères et les brûle.
Il déclare que le péché brûle les malfaiteurs en cendres. 2 semaines après la bataille avec Kuro, Enma marche nonchalamment dans les rues parmi les gens qui vaquent à leurs occupations. Il regarde son téléphone pour voir qu'il est massivement détesté en ligne avec de nombreux articles créés pour profiter de son nom de démon des flammes. Il trouve étrange que dans la vraie vie, il soit juste au milieu de la foule sans que personne ne le remarque. Il sait que même si le monde reste paisible, les gens sont sur leur téléphone accrochés aux nouvelles à cause d'une anxiété sous-jacente que quelque chose de grand va se produire. Vox remarque qu'Enma ne va pas à la porte et le taquine de ne pas pouvoir se forcer pendant sa convalescence. Enma lui dit de ne pas se moquer car il est en fait en affaire avec un client nommé en ligne Queen. Il vérifie ses messages pour voir que le mystérieux Queen lui a donné des informations sur un méchant qui vend des drogues illégales. Enma a entendu des rumeurs selon lesquelles quelqu'un vend des drogues illégales qui peuvent augmenter le pouvoir éveillé des gens. Vox pense que ça sent bizarre. Enma se souvient que Chico lui avait demandé s'il était intéressé par la drogue. La jeune fille l'a informé qu'il s'agit juste d'un produit d'arnaque populaire parmi les streamers en difficulté. Elle apprend qu'elle est dans un monde où les gens profitent des grands rêves des autres. Emma lui a demandé si les rangs augmentent réellement après avoir pris la drogue. Chico lui a dit que ce n'est pas le cas, et qu'en réalité, une fois que l'on est déterminé avec un rang, ils y restent à peu près. Pour la jeune fille, les gens devraient être satisfaits du rang qu'ils ont obtenu dans la vie. Étant quelqu'un qui ne s'est jamais réveillé, son commentaire a durement frappé Enma. Enma lui a dit qu'il allait chasser plus de criminels, mais la jeune fille voulait qu'il reste et se repose. Chico a insisté, mais l'homme était déterminé à sortir. Alors qu'Enma était sur le point de partir, il a remercié Chico d'avoir nettoyé l'appartement pour lui, mais il partirait quand même car il n'avait pas l'intention de rester. En fin de compte, Chico avait l'impression qu'elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. De retour dans le présent, Emma pense à quel point il n'est toujours pas de taille face à Kuro et qu'il devrait devenir plus fort. Doc lui crie soudainement avec un klaxon fort, choquant l'homme qui crie. Puisque personne ne peut voir ou entendre Doc, il est laissé apparaître bizarre au milieu de la foule. Le démon se moque de lui pour avoir été si distrait par ses pensées profondes. Vox lui conseille de sourire et d'apprécier sa chasse au lieu d'avoir l'air triste. Enma est surpris de l'entendre dire ça et acquiesce. Plus tard, Enma lance son stream et salue ses spectateurs. Malgré son attitude joyeuse, tous les spectateurs veulent qu'il meure ou disparaisse. Il dirige la caméra vers une ruelle où 2 personnes ont une transaction privée et se disputent. Il trouve intéressant qu'AM ait des informations précises sur Queen. En regardant son téléphone, il voit que la personne mystérieuse lui a envoyé un message disant que c'était lui qui avait fait se battre les gens dans la ruelle pour gagner du temps. Enma s'approche des deux et demande sarcastiquement de la drogue à acheter. Celui avec le costume violet demande pourquoi un streamer comme lui est dans la ruelle. Enma lui demande s'il a des médicaments pour les idiots. Il continue ensuite à identifier l'homme en costume comme étant Toya, le trafiquant de drogue illégale, ainsi que d'autres détails de sa vie. Enma s'enflamme, faisant comprendre aux deux qu'ils sont en présence du démon de la flamme. Celui qui achetait de la drogue demande à Enma d'arrêter et défend même Toya pour son commerce, pour être l'espoir des chasseurs de rang F comme lui. Il se sent misérable en tant que rang F, dit-il. Toute sa vie, il a été méprisé par les autres avec des rangs plus élevés et même par ceux qui étaient impuissants. Il ose défier le démon de la flamme d'échanger sa place avec lui afin qu'il sache ce qu'il ressent. Toya intervient pour dire qu'il donne simplement de l'espoir aux gens comme lui. Il se nomme avec suffisance le dernier bastion de protection pour les rangs F. La section des commentaires du stream débat pour savoir si Toya est un criminel ou simplement un sous-produit du système. Enma dit que Toya fait juste le beau après avoir trompé des personnes faibles et acculées. L'acheteur de rang F se sent insulté par son commentaire et insiste sur le fait qu'il n'a pas été trompé. Pour le prouver, il avale toutes les pilules dans la bouteille de drogue. Il active ensuite son attribut de vent en courant vers Enma. Cependant, il constate qu'il ne peut pas s'approcher de lui car son feu est trop chaud. Enma lui dit qu'il n'a pas l'air d'être devenu plus fort. Cela confirme à Enma que la drogue est fausse après tout. Il y a soudain un tremblement. Toya remercie le démon de la flamme de lui avoir fait gagner du temps pour charger sa capacité. Du sol, il libère un canon de pierre. Pour se préparer, Enma dégaine sa faux. Pendant ce temps, un drone araignée filme l'événement. Depuis une salle informatique sombre quelque part, l'homme derrière le drone regarde et juge la situation intéressante. L'acheteur de drogue fuit 2 titans qui sont sur le point de se battre. Les spectateurs du stream pensent que le démon de la flamme est stupide de rester immobile alors que le canon est sur le point de tirer. Toya rit en disant qu'il est sur le point de capturer un gros poisson qui va le rendre riche. Son canon tire une grosse boule de fer brillante, faisant rire l'homme encore plus fort. Emma reste imperturbable et coupe la boule du canon en 2 comme si ce n'était rien. Avant que Toya ne s'en rende compte, Emma était déjà à quelques centimètres de lui. Le démon de la flamme le tranche en 2. La section des commentaires débat pour savoir si ce qu'il a fait était juste. L'homme mystérieux dans la salle informatique sombre trouve amusant que les gens critiquent le démon de la flamme en ligne. Il trouve intéressant que des personnes de tous âges deviennent une bande d'idiots hurlant en ligne. Il assemble tous les enregistrements qu'il a du démon de la flamme et les télécharge tous. L'homme mystérieux se plaint de ne pas avoir réussi à mourir correctement, mais il pense que le démon de la flamme doit être pareil. Jusqu'à présent, il s'est enregistré avec son drone.
Quinn envoie un message à Emma pour le féliciter d'avoir transformé sa rage en feu. Cela amène Emma à se demander comment il en sait autant sur lui. Quinn lui assure qu'il n'est pas son ennemi. Emma regarde autour de lui en se demandant s'il veille sur lui. Quinn répond qu'il l'est et qu'il regardait aussi son combat avec Kuro. Cela intrigue encore plus Emma. Quinn ajoute qu'il a une histoire avec le trafiquant de drogue qu'il vient d'éliminer et le remercie donc. Le messager mystérieux leur demande de travailler ensemble à partir de maintenant. Vox trouve l'homme super louche. L'homme sur l'ordinateur retrace ensuite l'emplacement de Doggy sur une carte. Plus tard, Emma se dirige vers l'appartement où il se cache et est sur le point d'ouvrir la porte. Il est sur le point de tourner le bouton quand il entend 2 voix à l'intérieur. Vox confirme qu'il entend aussi 2 voix. Emma demande si le démon peut se faufiler à travers la porte, mais Vox lui dit qu'il ne peut voir aussi loin qu'il peut voir. Le démon, cependant, dit qu'il peut sentir les éveillés et que l'une des voix est impuissante. Emma se demande comment quelqu'un aurait pu connaître leur emplacement, d'autant plus qu'il ne devrait pas y avoir de pouvoir dans un endroit dangereux du quartier abandonné. Il craint que Doggy ne soit en danger à l'intérieur et imagine sa mort. Il panique et ouvre la porte en trombe. Étonnamment, elle a une merveilleuse conversation avec l'homme habituellement montré dans la salle informatique. Emma met soudain sa lame latérale sur le cou de l'homme. Il demande qui il est et comment il a trouvé l'endroit. L'homme lève les mains en répondant avec désinvolture qu'il déteste la violence. Emma demande alors à Doggy pourquoi elle a laissé entrer l'homme. Elle montre qu'il lui a laissé un message pour divertir leur invité. L'homme mystérieux s'excuse et admet que c'est lui qui lui a envoyé le message. Emma réalise qu'il a piraté son téléphone. L'homme se présente comme Quinn et dit qu'il a trouvé leur cachette en traquant le téléphone. Emma demande ce qu'il veut, pour être plus ouvert. Quinn leur dit qu'il vient de montrer sa sincérité et leur dit son vrai nom, Suna, et qu'il est venu les aider. Il dit que ce qu'il est sur le point de dire ne sera pas cru s'il lui envoie simplement un message à ce sujet. Ils entendent des pas arriver. Suna leur dit qu'il n'est pas le seul pirate informatique à avoir découvert leur endroit. Quelques minutes plus tard, une bande d'hommes fait irruption dans la pièce. Ils regardent autour d'eux mais constatent que la pièce est vide. L'un d'eux regarde dehors et voit le démon de la flamme sur un toit. Emma alimente son côté avec du feu. La pièce brûle soudainement et la bande d'hommes prend feu. Plus tard, Emma, Doggy et Sun se dirigent vers une école abandonnée. Sun leur dit sarcastiquement qu'ils auraient dû apprendre à l'école à ne pas suivre des inconnus comme lui. Emma le remercie d'avoir risqué sa vie en allant à l'appartement pour protéger Doggy d'une attaque imminente. Suna répond qu'il l'a fait parce qu'il n'aime pas voir les filles blessées. Il leur raconte comment Kuro l'a invité à être son subalterne, mais l'a refusé quand il a appris toutes les filles que le méchant avait victimisées. Il a tout divulgué à la police et l'a dit à Kuro. Suna appuie sur un bouton d'alarme incendie. Cela conduit à l'ouverture d'un passage secret. Ils y entrent et descendent un escalier. À la fin, Suna leur souhaite la bienvenue dans sa salle informatique. Suna déclare que le repère secret dans la pièce abandonnée est sa base secrète. La réalisation qu'il en est un fait étinceler les yeux d'Emma. Suna se lève de sa chaise et demande s'il veut être allié avec lui. Emma lui serre la main, heureux d'avoir un allié avec une base secrète. Doggy trouve les deux stupides. Vox est d'accord même en sachant que la fille ne peut pas l'entendre. Suna continue en leur disant qu'à cause de la technologie en ligne, ils sont à l'ère de ceux qui peuvent gagner de l'argent en suscitant des conflits. Emma demande s'il peut gagner de l'argent avec son stream. Il a l'air tellement innocent que Suna ne sait pas quoi dire. Doggy demande s'il collectait des revenus de streaming. Emma dit qu'il utilisait seulement le fonds d'études de sa sœur. Il est triste en disant à Suna que sa sœur est Yumi. Suna est choqué que la véritable identité du démon de flamme soit le frère de Yumi, qui aurait dû être tué avec elle. Emma admet que, bien qu'il n'abandonnera jamais sa vengeance, il est actuellement dans une impasse. Il parle de Kuro et de comment il ne peut pas imaginer le battre un jour. Suna lui conseille de rallier plus d'alliés à ses côtés. Emma ne voit personne, vu que même le fort Shinji a été vaincu. Suna suggère la personne qu'il a sur son moniteur. Emma et Doggy sont choqués de voir le visage de la personne qu'il veut. Il révèle qu'il veut Jira, le meilleur chasseur, comme allié. Un autre jour, les écrans de télévision de la ville annoncent que la cérémonie de remise de prix à Jira va commencer dans le nouveau stade de Tokyo. Les gens qui marchent dans la rue et regardent les LED sont tous excités pour l'événement. Les nouvelles annoncent que le prix n'est pas seulement pour ses succès connus, mais aussi pour avoir récemment conquis une porte de rang S. Au stade, il n'y a pas de siège vide. La foule entière acclame pendant que la cérémonie a lieu. Un fonctionnaire du gouvernement lui remet son prix et le remercie pour ses services au nom des citoyens. Jira s'incline et le prend. La foule s'emballe. Au fond de lui, Jira pense que la cérémonie de remise de prix et la couverture médiatique sont toute une farce. Pour lui, le morceau de papier qui lui est donné n'a aucune valeur réelle. Il sent soudainement un danger et voit une lame brûlante aller dans sa direction. Jira se déplace pour protéger les fonctionnaires du gouvernement, ne laissant que le papier du prix être frappé par la lame du sait. Emma saute alors sur la scène. Comme si de rien n'était, il dit à Jira qu'il est ravi de le rencontrer. Avec un grand sourire, il se présente comme le démon de flamme. La foule panique en voyant le démon de flamme en personne. Le reporter, alors que le stade annonce à la caméra que le démon de flamme est arrivé. Sur le stream, tous les spectateurs pensent qu'il est répugnant de se présenter à la cérémonie, et Emma charge sur Jira,
rendant l'utilisateur de lumière conscient de la protection des fonctionnaires. Il invoque son sabre laser, mettant le stade en pleine lumière. Il demande aux fonctionnaires d'évacuer pendant que l'ennemi est distrait, alors il s'enfuit. Enma constate que ses flammes diminuent lentement. Jira révèle que tout pouvoir utilisé avec malice est effacé par la lumière. Enma révise qu'il manie 3 compétences de lumière avancées qui symbolisent la purification, la protection et la guérison. Jira demande qu'il parte immédiatement. Enma réalise que ses flammes sont incompatibles avec son pouvoir, et qu'il ne devrait jamais l'affronter sérieusement. Il reste calme et sort un pot de sa poche. Il répand le contenu du pot, qui ressemble à de la poudre noire. Jira réalise que c'est de la poudre à canon. Enma lui dit que si son pouvoir basé sur les capacités est faible, il doit encore faire face au feu scientifique. Il enflamme la poudre à canon, faisant exploser la scène. La foule s'inquiète de ce qui est arrivé à Jira. Ils essaient de le chercher, mais la fumée est trop épaisse pour voir quoi que ce soit. Dans la fumée, les armes de Jira et d'Enma se sont croisées. L'utilisateur de lumière demande ce qu'il recherche. Enma répond que la cérémonie est une farce de toute façon, puisqu'il a échoué à la conquête de la porte de rang S. Jira est choqué qu'il le sache. Enma révèle qu'il n'est pas venu pour le faire chanter, mais veut juste discuter de quelque chose avec lui. Au fond de lui, Enma est nerveux que leur plan ne fonctionne pas, et que Jira l'attaque simplement. Ils reculent l'un de l'autre, mais ils ne cessent pas de se dévisager. Enma suggère qu'il change d'endroit. Jira pose son épée et a l'air prêt à parler. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.